Bonjour à vous tous qui m'enjoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Jacques Paoli. Jean-Jacques, bonjour à toi. Bonjour. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Jean-Jacques, Très heureux d'être là. tu nous viens d'Avignon. Oui. Après avoir vécu 40 ans en région parisienne Exact. Et maintenant 20 ans presque, ou même peut-être dépassé à Un Avignon. petit peu dépassé, oui. Puisque si on fait le compte des deux, ça fait 60 et il en manque quelques années. Donc, Et c'est assez riche de quitter la région parisienne avec son effervescence durant 40 ans. Est-ce à dire que c'est là que tu as grandi aussi? oui, c'est là où je suis né, en région parisienne. J'ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance, une grande partie de mon adolescence, et puis après une partie de ma vie d'adulte, de père. Et au bout d'un moment, effectivement, j'avais envie que mes enfants aient une jeunesse la plus agréable possible. Et sur Paris, c'était un petit peu compliqué, où il fallait toujours quelqu'un pour leur donner la main. Et moi, je considérais que c'était pas une vie d'enfant. Donc, effectivement, j'ai pris la décision contre vent et marée vis-à-vis de tout le monde de partir loin de Paris. Et j'ai trouvé qu'Avignon était l'axe idéal, puisque avec le TGV qui était juste là, où il faut 2h30 pour venir, et puis vivre un petit peu à la campagne, au grand air, au soleil, puisqu'on a quand même 300 jours de soleil par an, ce qui est quand même relativement important et très agréable en tout cas. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de partir, et mes enfants ont eu une enfance heureuse. C'est ce qu'ils me disent en tout cas. Bon, alors en tout cas, alors ce qui est intéressant dans cette émission et de ce que nous allons pouvoir aborder, tu es hypnothérapeute, Oui. d'obédience ericksonienne, Exact, exact. de la PNL, mais aussi nous avons tout ce qui a trait à la bioénergie, avec un enseignant, Yann Lipnik, qui a eu l'occasion de te former. On va rentrer dans pas mal de détails sur ce que tu proposes, mais avant tout sur ton parcours. Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient en savoir plus, www.jean-jacquespaoli.fr. Alors, le tiret, c'est le tiret de la touche 6 si vous n'avez pas de clavier numérique, www.jean-jacquespaoli, Paoli très simple, Paoli.fr, donc Jacques Paoli tout attaché. Jean-Jacques, j'aimerais qu'on puisse aborder dans cette première partie d'émission ton parcours justement, puisqu'il est assez atypique, comme bon nombre de personnes qui viennent s'asseoir sur ce canapé. Dans le sens où, déjà aujourd'hui, tu es retraité. Oui. Tu as été entrepreneur, tu as eu plein de vies. On va avoir l'occasion d'aborder certains secteurs, domaines qui t'ont apporté particulièrement. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, de ce que tu proposes, c'est pour le plaisir. Parce que rien ne t'y obligerait foncièrement. Dans tous les cas, Voilà. je pourrais m'arrêter demain matin et profiter de la vie. Mais tu profites. Oui, je profite différemment. Voilà. C'est pas mon canapé qui profite de moi, parce que j'ai pas du tout envie de m'arrêter là et de me dire bah c'est la vie, c'est comme ça. Moi j'ai j'ai 1 million d'idées, 1 million d'envies, vraiment j'ai vraiment envie de beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire que tu es hyper actif? Ou tu as toujours été? J'ai toujours été actif, ouais. Hyper actif, je sais pas, mais toujours actif. J'ai beaucoup de mal à rester sur place. De pas bouger. Alors effectivement, m'asseoir pendant 1h30 sur un canapé, pas de problème, mais passer des journées entières, je suis incapable. Est-ce que tu as grandi avec des frères, des sœurs, famille nombreuse, pas? Ouais, j'ai l'avantage ou l'inconvénient, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais élevé par ma mère, ma grand-mère et mes 2 sœurs. Donc entouré de femmes. J'ai toujours eu beaucoup de femmes autour de moi, et c'est vrai que toujours cette attirance dans la mentalité féminine des femmes, parce que je pense qu'elles nous apportent beaucoup et qu'elles sont vraiment, je le considère depuis très longtemps, c'est notre futur. C'est franchement notre futur. Donc tu mets en avant, en perspective, surtout la sensibilité? Oui, complètement. Ça. Ouais. Une femme est beaucoup plus sensible, va ressentir des choses. Moi, je le vois quand je fais des formations, j'ai principalement des femmes qui viennent me voir. C'est principalement, quand ils viennent me voir en hypnose, c'est 90% de femmes qui viennent me voir, parce que elles sont sensibles à recevoir les informations, les commentaires totalement différemment. Et quand elles ont envie de se livrer, de se laisser aller, et c'est le cas dans tous les cas, elles ont vraiment une approche totalement différente des hommes.
Alors, quelles ont été, on va dire, les valeurs importantes qui t'ont été transmises durant ton enfance, ou voire peut-être le milieu culturel? Qu'est-ce qui a compté pour le jeune Jean-Jacques? Ah bah surtout, alors cette présence féminine m'a apporté cette sensibilité que j'ai aujourd'hui, qui est relativement importante, une vision totalement différente des copains que je devais avoir à l'époque, même jusqu'à l'armée d'ailleurs. C'est cette vision totalement différente, cette réflexion plus profonde chez les femmes que chez les hommes. Et tout ça, l'air de rien, dans un enfant, ça nous forme à autre chose, à une autre vision, une vision totalement différente. Et je suis heureux d'avoir cette vision différente. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal de m'entendre avec des hommes. Et je m'entends plus facilement avec les femmes parce que les conversations, les recherches, des choses comme ça, sont beaucoup plus ouvertes. Les femmes sont beaucoup plus ouvertes à plein de choses. Et surtout dans les domaines auxquels je navigue en ce moment, quoi. Ça, c'est important. C'est sûr que tout ce qui a trait à la connaissance de soi, développement personnel, expériences nouvelles, etc., c'est souvent les femmes qui, les premières, s'y adonnent. Ce qui est intéressant, c'est que tu as 64 ans. Donc quand même, c'est une génération... Un petit peu plus. 66, s'il te plaît. Excuse-moi. C'est pas grave. Mais ce qui est intéressant sur l'âge, c'est la génération à laquelle ça nous ramène. Oui. Pour dire déjà que ta génération, alors mesdames, je m'adresse à vous, celles qui ont passé la soixantaine, qui me diraient mais non, c'est pas vrai. Votre génération, en tant que femme, peut-être qu'elle a été très ouverte. Pour ce qui est des hommes, un peu moins. En tout cas, je te le dis d'après mon expérience, qui aurait tendance à conforter celle de la tienne en tant que thérapeute. Complètement. Aussi pour nous dire que cette génération a été, j'allais dire, un peu entre deux. C'est-à-dire que début de la vague des 30 Glorieuses, on peut dire ça comme ça, tel que je le verrai en tout cas, qui a profité d'une aisance matérielle avec le plein emploi, des facilités pour monter, entre guillemets, dans l'échelle sociale, c'était encore possible, et puis quelque part de pas forcément se poser de questions du fait que on suivait un peu le flot, femme, enfant, on achète son appartement, son bien, quel qu'il soit, on fait carrière professionnelle, et à l'époque c'était... on restait 30, 40 ans dans la même boîte, dans la même entreprise. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Mais si je raconte cet état d'esprit de cette génération dont tu es issu, c'est pour dire qu'elle était toute tracée. La vie et la destinée, j'allais dire, était toute tracée. Or, d'avoir quelqu'un comme toi ici aujourd'hui avec ce parcours-là, et notamment cette ouverture à l'énergétique, qui a encore une autre dimension que peu de ton âge ont l'occasion de faire. Et c'est ça aussi qui m'intéresserait, surtout que, on va le voir, tu es, d'un point de vue professionnel, tu as commencé vraiment, j'allais dire, un peu dans l'archétype de ce que je viens de décrire, si je peux me permettre. Ah, complètement, ouais. Donc, revenons un petit peu en arrière. Donc, tu parles de la sensibilité qui ont été transmises par ces femmes. On pourrait se dire, mais il est où le papa? Et il n'était pas là. Il était loin, il faisait beaucoup de déplacements. J'ai pas eu l'occasion de voir souvent mon père. Oh, si je l'ai vu une demi-douzaine de fois, c'est le grand bout du monde. Il voyageait beaucoup. Et effectivement, il y a quelque temps, j'ai appris plein de choses dans ce domaine où ma mère avait considéré mon père comme un coureur de jupons, c'est ce qu'on disait à l'époque, tout en n'ayant pas plus d'explications que ça. Et en fin de compte, j'ai retrouvé plein de courriers, plein de lettres, et je me suis aperçu que ma mère faisait vraiment le barrage, la cassure avec le père. Et c'est pour ça que j'ai pas vu mon père souvent. Alors, un regret, je sais pas. Oui, j'imagine, j'aurais pu partager d'autres choses, j'aurais pu apprendre d'autres choses, mais est-ce que, en fin de compte, c'était pas un passage obligé de vivre qu'avec des femmes pour apprendre d'autres choses? Peut-être que, effectivement, le rôle du père m'aurait peut-être pas dirigé de la même façon. En dehors de l'ouverture que t'ont apporté toutes ces femmes, tes sœurs, est-ce qu'il y avait un terreau, on va dire, de croyances religieuses, spirituelles, qui étaient importantes durant cette prime jeunesse, adolescence? Non, la religion dans la famille n'était pas très développée, effectivement. Comme tous les gosses de mon âge, on a fait notre communion. Moi, j'ai fait ma communion. Et je me souviens,
autant que je peux m'en souvenir, j'ai fait ma communion pour les cadeaux. Donc ça situe bien le problème. J'ai jamais été religieux. Bon, m'arrive de rentrer. J'aime bien rentrer dans les églises, aller visiter parce que c'est un lieu qui est chargé de plein de choses. Et c'est très important. Mais je suis pas religieux. J'irai pas à la messe tous les dimanches, voire rarement dimanche. Donc j'ai pas été éduqué avec cette religion en tout cas. Une morale ou des morales, qu'est-ce qui était important pour justement peut-être ta mère, tes tantes, etc. Le travail, l'honnêteté, le dévouement, enfin bref, je ne sais pas. Les valeurs le travail, c'était pour ma mère une chose très importante. C'était une femme qui a beaucoup travaillé, puisque elle travaillait la semaine, elle travaillait le week-end, elle était comptable de métier. Hein. Donc elle ramenait des dossiers à la maison pour travailler après. Donc j'ai vu vraiment ma mère travailler beaucoup. Ça c'est un élément important. Et surtout le respect de soi. Se respecter sa personne. Parce que si on se respecte soi, on respecte les autres. Quand on donne sa parole, on respecte sa parole. Donc j'ai vraiment été éduqué dans cet environnement-là. Et je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est un peu passé de mode, tout ça, si je peux m'exprimer ainsi. Malheureusement, d'ailleurs. Pour ce qui est des études, quand tu étais adolescent, qu'est-ce que le jeune Jean-Jacques se rêvait d'être ? Est-ce que d'ailleurs il s'agissait de suivre ses rêves, ou alors peut-être que la pression de ces femmes autour était peut-être tellement forte que l'orientation s'est faite dans une direction? Non, il y avait pas de rêve. Il y avait surtout trouver un métier qui pourrait m'assurer toute ma vie, en tout cas, puisque c'était encore la mentalité. On commençait dans une boîte, une société, et on finissait sa carrière dans la même société. Et moi, ça n'a pas été du tout mon objectif ou mon envie, en tout cas. Donc non, j'avais des rêves de voyage, j'avais des rêves. D'ailleurs, je suis parti très jeune. Quand fut l'époque de l'armée, puisque c'était obligatoire à mon époque, je suis parti le plus loin possible, puisque je suis parti à Tahiti. Et ça a vraiment été un choix, parce que j'avais le choix de... En coopération ? Non, à l'armée. J'ai fait l'armée là-bas. En coopération ou service long outre-mer? Non, service outre-mer. Parce que j'avais le choix, c'est d'être ou réformé, ou faire à Paris, ou partir loin. Et j'ai choisi de partir loin, parce que moi, déjà, le loin m'attirait fortement, quoi. Ça m'a toujours attiré, les voyages, le contact avec d'autres gens, à discuter de façons de voir différentes, et ainsi de suite. Ça a toujours été ma ligne de conduite, en tout cas. Le fil directeur, s'ouvrir à l'inconnu, aux différentes cultures. Oui, parce qu'on apprend plein de choses. C'est ça le but, c'est d'apprendre plein de choses. C'est de voir des choses différemment. Quand on reste dans son petit cocon, sur son canapé, on n'évolue plus, on n'avance plus. Mais quand on se dit, non, moi je veux voyager, je veux aller à droite, je veux aller à gauche, c'est ce que j'ai fait une grande partie de ma vie, et j'espère encore partir, voyager, aller voir ailleurs. Mais voir ailleurs, c'est pas voir que des paysages, c'est voir des gens, discuter avec des gens, échanger avec des gens, voir d'autres façons de penser, d'autres façons de faire. Alors, l'armée s'est fait après les études ou en aparté? Ça s'est fait... j'ai pas beaucoup de diplômes parce que j'étais pas un bon élève, comme on aurait voulu que je le sois. Donc j'ai vite arrêté, j'ai dû arrêter en deuxième ou en troisième, je me souviens plus. Et je suis parti rapidement à l'armée. J'ai travaillé quelque temps pour me faire 2 ou 3 sous, et puis après je suis parti à l'armée. Et puis après... La porte s'est ouverte en grand, donc j'ai profité de la vie à maximum. Quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'armée? Après l'armée, je suis effectivement revenu en France et j'ai commencé à me dire il fallait peut-être que je travaille pour gagner ma vie et vivre. Donc j'ai fait différents métiers, différentes... comment dire pas, oui, des métiers totalement différents qui n'avaient pas de rapport, parce que je considère toujours, quand on arrive à quelque chose, quand on se fixe un but et qu'on est arrivé à un but, on en fait un autre. Et ainsi de suite. Et toute ma vie, je l'ai fait de cette façon-là. Donc j'ai commencé à travailler comme un employé modèle, certainement. Et puis après, j'ai commencé à changer. J'ai fait du commerce, j'étais représentant. J'ai travaillé à l'époque pour... je crois que mon premier métier, je travaillais pour l'annuaire du téléphone. Pour les pages jaunes. Je vendais de la publicité. Donc c'était loin de mes idées, mais enfin, importe peu. Mais ça me permettait d'avoir des contacts avec plein de gens différents, et plein de métiers différents, et plein de mentalités différentes, puisque je voyageais dans toute la France. Donc ça, c'était une partie importante du commerce dans différentes sociétés. J'ai eu
une activité qui m'a marqué beaucoup. J'ai travaillé dans la couture. Alors effectivement, j'étais loin effectivement de tout ça, et j'ai eu la chance en tout cas de travailler pour les grands couturiers, pour Scherer, pour Dior, pour des gens comme ça. En tant que quoi? Alors je fabriquais une partie de leur collection. Donc j'avais un atelier, j'ai eu jusque 25 mécaniciennes quand même. Donc c'est toi qui étais le gérant de l'entreprise en question? Oui, j'avais créé l'entreprise, j'étais gérant et j'avais eu cette chance en tout cas de travailler avec les grands couturiers. Donc j'ai travaillé pas mal de temps. C'était très sympa parce que j'allais dans les ateliers de couture. Bon, je me souviens des ateliers de Scherer, les premières mains, il y en avait une cinquantaine quand même. C'est immense ce truc. Et quand je rentrais, quand ils m'appelaient pour que je leur donne des conseils techniques, moi je suis pas couturier du tout de métier, j'ai jamais appris. C'était impressionnant, quoi. C'était fou. Et j'étais appelé régulièrement sur les collections d'été, les collections d'hiver, pour apporter cet aspect technique que j'ai appris sur le tas. Je me souviens, la première fois, je suis rentré dans un atelier de couture, c'est un copain qui avait ça. J'ai poussé la mécanicienne en me disant, laisse-moi ta place, je voudrais tester. Je voudrais essayer à me servir d'une machine à coudre. Et c'est parti comme ça. Donc j'y ai travaillé, j'ai fait des collections, après j'ai fait mes collections. Malheureusement, j'ai eu des gens qui m'ont fait déposer le bilan parce qu'ils m'ont pas payé, tout simplement. Je me souviens la dernière fois, on était une cinquantaine quand même à être un peu plantés par ces gens très malsains, je trouve. Et puis après, j'ai continué, j'ai refait du commerce, j'ai fait plein de métiers différents. Mais c'était toujours axé sur le contact humain. Parce que aussi loin que je puisse me rappeler, quand j'étais gosse, c'est vrai que même à la maternelle ou même à la communale, puisque voilà, mes copains venaient me voir ou mes copines pour me demander des conseils, ou pour les aider, ou pour discuter avec d'autres, pour leur apporter ce qui leur manquait le plus quand ils avaient des problèmes avec leurs parents, et ainsi de suite. Et médiateur? Pardon? Le médiateur? Oui, complètement. Et j'ai toujours adoré ça parce que j'apportais aux autres. Mais même tout gauche, c'était déjà ça. Ça devait être ma vocation. Je devais, dans tous les cas, faire ça comme métier. Alors, il y a plusieurs choses à travers ce que tu nous as dit qui m'interpellent et que j'aimerais creuser. Oui. Explique-nous. Alors, ok, je vais le formuler en commençant d'une autre manière. La mère, le féminin, est censé nous amener, on va dire, à se sentir accueillis dans ce monde. L'amour inconditionnel, c'est censé être la maman. Et l'engouement ou la capacité que l'enfant aurait à aller vers l'extérieur en se sentant en sécurité, ça c'est par le père. Comment tu pourrais nous expliquer la capacité que tu as eue à t'ouvrir à cet extérieur, et notamment dans des domaines comme la haute couture, enfin, je veux dire, qui serait assez fou aujourd'hui en tout cas, mais je le dis pour toute génération confondue peut-être, pour se lancer dans un corps de métier qui n'est pas celui peut-être dans lequel on a grandi, évolué, on n'a aucune connaissance. Et de surcroît, ce qui est intéressant avec toi dans ce rôle d'entremetteur ou d'entrepreneur, c'est que tu es là pour faire émerger quelque chose avec des collaborateurs, des salariés, etc. Donc c'est toi qui supervises dans cette histoire. Ce qui implique d'assumer des responsabilités, de ne pas hésiter à l'entrepreneuriat, c'est pas, j'allais dire, donner à tout le monde. Aujourd'hui, peut-être, tu as entendu beaucoup de retrouver son pouvoir. Et c'est clair que l'entrepreneuriat, on assume. On construit beaucoup de choses, on gère la gestion des comptes, on a un œil sur un peu tous les postes, et puis il faut gérer l'humain, ce qui est peut-être aussi le plus compliqué, sans compter l'idée. Bref, ça fait beaucoup de domaines. Et ce qui m'interpelle, c'est que à travers ce que tu nous décris, ces différentes expériences, on voit une capacité à t'ouvrir sur cet extérieur, quitte à te lancer dans des trucs, j'allais dire, improbables, dans des domaines qui ne sont pas forcément les tiens, entre guillemets, mais ça n'a pas l'air de te poser de questions. Et pourquoi, on va dire, la haute couture, et pourquoi pas, je sais pas, le transport international ou, oui, complètement. Enfin, bref, tu vois. Donc ce qui m'a ouvert, c'est vrai que mon père étant absent, ma mère travaillant beaucoup,
je me suis débrouillé beaucoup aussi. J'ai fabriqué ma vie comme j'avais envie. Ma mère travaillait comme tout le monde 8 heures par jour, travaillait samedi, dimanche, travaillait le soir après. Donc j'étais un peu, je veux pas dire livré à moi-même, mais j'avais besoin moi d'avoir cette autonomie, d'apprendre à m'ouvrir aux autres, à travailler d'autres choses, à voir d'autres choses, à avoir une vision totalement différente. Je voulais pas avoir cette vision un peu fermée, un peu étriquée qu'on avait à cette époque-là. Moi, au contraire, j'étais curieux de tout ça. J'avais ce besoin plus fort que tout de curiosité d'aller voir ailleurs. Pour ça que je me suis ouvert à plein de métiers. Et quand ces métiers, effectivement, j'arrivais au bout de ce métier, je passais à autre chose. Et à aucun moment, je me suis dit, mais c'est une part de risque importante. C'est vrai que dans ma génération, on disait, oui, en fin de compte, t'es pas stable comme garçon. Tu fais un peu n'importe quoi. Tout à fait. Non, moi, au contraire, j'avais cette stabilité d'aller voir, d'aller chercher ailleurs, de comprendre autre chose, d'apprendre autre chose et d'apporter aux autres autre chose, de totalement différent. Effectivement, j'ai fait plein de métiers différents auxquels j'ai apporté à beaucoup d'autres. Mais je trouve ça tellement enrichissant. Quelle tristesse de faire ce même métier toute sa vie. Comment on évolue? En fin de compte, on fait un métier toute sa vie juste pour pouvoir manger tous les jours. Mais on peut manger tous les jours de façon différente. Et à t'entendre, on a le sentiment qu'il n'y avait pas de peur ou d'appréhension. Aucune, jamais, jamais. Et demain matin, si je devais refaire ma vie, je referais exactement la même chose. Comment tu l'expliques cette, je ne sais pas si on peut parler de foi, de certitude, de confiance en soi, de célérité? Il faut de la confiance en soi. Il faut être confiant, il faut être... Tu crois que c'était venu par ta mère et tes sœurs? Dans tous les cas, oui, dans tous les cas. Mais si on fait ces différentes choses que je viens d'expliquer, si j'ai pas confiance, je peux pas les faire. Oui. Ça me paraît évident. Si j'ai pas envie, et c'est l'envie qui génère tout ça, si j'ai pas cette envie, je pourrais jamais rien faire. Ou pas faire grand chose, en tout cas. Mais moi, je voudrais bien vivre encore 100 ans pour vivre plein d'autres expériences. Vraiment. Et le souhait des voyages, est-ce que tu as eu l'occasion de l'assouvir? Ah oui, je suis allé je vais beaucoup de pays dans le monde, de façon différente. Mais je trouve ça, moi, extraordinaire, extraordinaire. Le contact avec des gens qui pensent totalement différemment, qui donnent son idée. Après, il faut être ouvert à ça. Il y a des gens qui disent, moi, c'est mon idée et je comprends pas qu'on a une autre. Moi, au contraire, j'ai mon idée, mais il y en a plein qui ont d'autres idées et je les trouve tout à fait intéressantes. On a une vision du monde qui est totalement différente. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que maintenant, j'ai abordé ce monde parallèle qui nous entoure. Et alors ça, c'est géant, quoi. C'est extraordinaire. Combien de temps dans la mode ou dans le milieu de la mode? J'ai dû rester au moins 5 ans. Ok. Est-ce que c'est toi qui, pour prendre l'exemple de la mode, est-ce que c'est toi qui mets fin à l'expérience dans le domaine, ou est-ce que c'est la vie, pourrait-on dire, qui te pousse à aller vers d'autres domaines? C'est un peu des deux. C'est moi qui mets fin parce que je trouve plus mon plaisir ou cette envie d'avancer. Puis après, la vie fait en sorte que des fois, on a des embûches ou des choses comme ça et on est obligé de s'arrêter, quoi. Ça me paraît évident. C'est vrai que le monde du prêt-à-porter, de la couture, de la haute couture, ça fonctionne par moment, par période, puisque on peut travailler pleinement pendant 6 mois de l'année sur la haute couture, et après il faut trouver une occupation. On peut pas se dire on fait rien pendant 6 mois. Donc on trouve d'autres occupations, on travaille pour le prêt-à-porter, et le prêt-à-porter, effectivement il y a des éléments des fois qui nous font trébucher. Et là c'était le cas, en tout cas c'est un élément du prêt-à-porter qui m'a fait trébucher. Ok. Alors, tu as été entrepreneur, pas que dans le milieu de la mode, tu as aussi eu des restaurants, des brasseries, entre autres, de ce que on a pu échanger en préambule de cette émission. Je ne sais pas quel autre domaine, mais il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est sur la notion peut-être d'une reconnaissance sociale ou du pouvoir que peut amener le fait d'être entrepreneur, d'avoir de l'argent, etc. Et ce qui était important, je crois, pour ta génération. Le fait de gagner un statut social, de grimper dans l'échelle sociale, on le dirait comme ça aujourd'hui, ou d'avoir de l'argent pour asseoir, je ne sais pas quoi, mais peut-être une notoriété,
le fait de dire j'ai réussi ma vie. Bon, à t'entendre, ça serait pas ça. Comment tu pourrais expliquer ce détachement vis-à-vis de l'argent? C'est-à-dire que entre le fait de gagner beaucoup, de réussir socialement, financièrement, avec tout ce qu'il y a autour, puis de retomber, de recommencer, etc. Comment t'envisageais ces hauts et ces bas au regard de ta génération, du regard que peut-être portaient les autres sur toi, le fait que tu aies réussi ou pas, même sur toi-même? Qu'est-ce qui était important pour toi ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est effectivement d'être entrepreneur, de faire travailler des gens. C'était ça le plus important. C'était apporter aux autres. Moi, tous les gens qui ont travaillé pour moi, j'ai toujours été à leur écoute. J'ai toujours essayé d'apporter plein de choses. Je me souviens d'une histoire, je pense qu'on va l'évoquer, mais ma dernière grosse entreprise, j'importais des maisons du Canada en bois. Super. Hein? Ah ouais. C'était vraiment actuel, ça remonte à quelques années. Et la dernière fois, je travaillais pour une SA d'HLM en région parisienne, pour être précis. Sauf que la SA d'HLM, pour faire des économies, évitait de me payer. Donc je me suis retrouvé avec une dizaine d'employés que je ne pouvais pas payer. Donc je suis passé au tribunal. Et le tribunal, j'avais des bons de commande. Je me souviens à l'époque, j'avais encore 3 millions de commandes en poche. En poche, hein. Des papiers signés et ainsi de suite. Hein. Et le président du tribunal, il me dit, mais on va vous accorder un délai, on va vous protéger, il n'y a pas de problème, comme on fait aujourd'hui en tous les cas. Et je dis, ok, d'accord. Et une semaine après, j'ai redemandé de passer au tribunal, parce que pour moi, je ne pouvais pas payer les salaires de mes employés. Et il était hors de question que je mette en défaut mes salariés, qui puissent pas s'inscrire au chômage, qui puissent pas nourrir leur famille, qui ne puissent pas vivre. Donc j'ai dit stop, j'arrête de jouer, je dépose le bilan avec tout ce que ça comporte. Mais en tout cas, mes employés seront eux payés et ils seront en tout cas assurés d'avoir ce suivi financier Bien que sûr. moi je pouvais pas leur donner. Et même mon avocat me dit mais c'est de la folie de faire des choses comme ça. Non, c'est pas de la folie, c'est comme ça, c'est ma mentalité. Moi, c'est l'ouverture aux autres. Ça a toujours été et ça sera toujours. Est-ce que on peut ce qui est aussi intéressant, c'est que tu aurais pu te lancer dans des missions humanitaires, création d'ONG, voire d'associations, d'être dans ce milieu-là qui a une aura, entre guillemets, beaucoup plus fraternelle, solidaire, où en apparence les questions d'argent sont pas importantes. Tu En vois ce que je veux dire? apparence, ouais. En apparence, oui. C'est là au contraire qu'il y a beaucoup de choses cachées, des gros sous, etc. Mais voilà, puisqu'on remet ça dans un contexte peut-être d'une période, d'une époque, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que peut-être tu ne t'es pas orienté dans cette possibilité-là, parce que c'est aussi à travers l'organisation associative, ONG, etc., d'avoir à s'ouvrir à différentes cultures, à des êtres humains, et puis d'avoir cette fraternité, cette solidarité d'humain à humain. Bon. Ça t'a jamais Jamais. Ça m'a jamais effleuré l'idée Non, de pouvoir faire ça, vraiment. D'accord. Vraiment. Alors comment ça se passe? Parce que ton premier outil, ça a été, et tu me dis si je me trompe, la PNL. Non, l'hypnose. Ça a été l'hypnose? Oui. Ok. Donc, comment cet outil-là, j'allais dire, arrive? Parce que, en t'écoutant, si tu es entrepreneur, à moins que tu l'utilises pour toi, parce que tu as un problème à résoudre pour toi et que tu fais connaissance avec l'hypnose, dans le milieu de l'entrepreneuriat, de prime abord, l'hypnose, hein? Oui, alors c'est surprenant parce que je crois que c'est ma fille un jour qui m'offre des places pour aller voir Monsieur Mesmer, qui est connu. Le spectacle. Le spectacle. L'hypnose de spectacle. Donc déjà ça me travaillait un petit peu, parce qu'on commençait vraiment à en parler. Et je vais voir le spectacle, je vois des gens qui rentrent en transe, et je ressors de là en disant, il y a quelque chose derrière que j'ai pas compris. Il y a quelque chose derrière. Moi, je veux aller derrière le rideau. Pas devant le rideau, derrière le rideau. Et ça commence à travailler. Je me renseigne à droite, à gauche. Et je tombe sur une école qui nous apprend l'hypnose. Et je me dis, voilà, c'est là. C'est ici que je dois aller.
T'avais un métier, j'allais dire, déjà, à ce moment-là. Ah oui, ça remonte oui. à combien de temps? Ça remonte là aussi, ça fait 4 ans, 5 ans, je me souviens plus. J'ai pas de notion de date, mais la vie est tellement riche que j'ai plus trop de notion de date. Mais enfin bon, voilà. J'avais un métier, je travaillais, mais j'avais suffisamment de loisirs, en tout cas, pour faire ça. Donc je m'inscris dans cette école, je me forme, ça m'a duré quand même 3 ans. Parce que c'est par morceaux. Alors, on commence par apprendre les techniques, après on devient technicien, après on devient maître en hypnose, et puis je me dis je peux pas m'arrêter là, c'est pas possible. Donc je vais devenir formateur en hypnose. Mais entre-temps, j'apprends un peu la PNL. Puisque c'était la même école qui faisait l'hypnose et la PNL. Et j'apprends quelques notions de la PNL. Malheureusement, je ne m'entends pas du tout avec la femme qui apprenait la PNL, qui était la femme du patron, qui était un personnage un peu particulier. Et moi, je ressens vite les choses, les gens, et on s'est vite accroché, quoi, parce que on avait un karma tous les deux. Mais enfin, c'est comme ça. Donc, je finis surtout mon cycle en hypnose. Et encore une fois, la chose importante pour moi, parce que mes amis, mes relations me disant, fais-nous une séance d'hypnose, fais-moi... Tant que j'ai pas été diplômé à la fin de mes diplômes, j'ai jamais voulu faire quoi que ce soit à personne. Parce que je me suis dit, tant que j'ai pas tous les outils, je ne ferai pas. Et quand j'ai eu tous les outils, j'ai commencé à recevoir des gens. Et j'ai fait ça à ma façon, à moi. Pas à la fin. Alors j'ai appris les techniques, je sais très bien le faire, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais par exemple, sur une séance d'hypnose, où j'ai des collègues qui vont rester 3/4 d'heure, moi je reste 1h30 avec la personne. J'ai besoin de tirer le fil. Et quand je dis tirer le fil, ça veut dire que la séance d'hypnose proprement dit, ce moment de conscience modifié, chez moi ça va durer 1/4 d'heure, 20 minutes. Le reste du temps, j'ai tiré le fil. J'ai compris pourquoi. Le pourquoi de la chose. Quand on parlait de cigarettes, pourquoi les gens fument, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on se remplit. Moi j'ai besoin d'avoir plein de renseignements. Et il m'est arrivé quelquefois des gens qui venaient me voir pour l'hypnose, et en fin de compte, c'est de la thérapie que j'ai fait. J'ai apporté ça, les gens sont ravis, enchantés, c'est qu'ils revenaient et qu'ils m'envoyaient d'autres personnes. Ça, pour moi, c'était important, mais encore une fois, c'est l'ouverture à l'humain. C'est tirer le fil. Ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui vient me voir pour un sujet ou un autre sujet, moi, c'est un partage qu'on va faire tous les deux. C'est un moment fort qu'on va avoir tous les deux. Alors, pour ce qui est de l'hypnose dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent rien à l'hypnose, qui en ont entendu parler, il y a quand même pas mal d'appréhension, d'une manière générale, parce qu'on associe ça à l'hypnose de spectacle. On a peur que le thérapeute, l'hypnothérapeute, me fasse faire des choses dont j'ai pas envie, sans compter que si je suis en transe, il peut me dire n'importe quoi. Bref, le sentiment d'être totalement contrôlé ou assujetti à. Et l'hypnose de spectacle n'est pas l'hypnose en cabinet. Alors, puisque tu as voulu voir derrière le voile de la scène, qu'est-ce que tu y as trouvé? Parce que là, on parle de conscient, d'inconscient, voire de subconscient, on parle d'état de transe. Bref, c'est très riche. Et dès le moment où on met le nez dans l'hypnose, cela nous laisse entrevoir ce que nous sommes en tant qu'être humain, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut imaginer ou ce que les gens, d'une manière lambda, peuvent s'imaginer. Donc, qu'est-ce que tu as découvert de qui nous sommes? Moi, j'ai découvert que, effectivement, on a ce conscient et cet inconscient. L'hypnose de spectacle, ça vaut ce que ça vaut. Je ne ferai pas de détails, je ne sais pas faire en plus, donc je serais incapable de faire un spectacle en hypnose. Mais j'ai surtout compris un truc, c'est que l'hypnose peut être ou médicale ou d'accompagnement. Et c'est ça qui m'intéressait, d'accompagnement, d'accompagner des gens. Moi, je dis très souvent, on va enlever le faux pli que vous avez. Parce qu'on a tous des faux plis. Je pourrais revenir après en détail sur cette histoire de faux plis, mais c'est ça qui m'intéressait, c'est d'aller au-delà, de trouver ce qui gênait, le faux pli qu'il y avait, et de le gommer, et de l'enlever, et de supprimer. Alors après, les trans, effectivement, moi je mets pas les gens en transe, dans tous les cas. Je fais vraiment une hypnose légère, et quand je dis aux gens, vous allez m'entendre du début à la fin, et s'il y a quelque chose qui vous choque, vous ouvrez les yeux, on arrête. Donc je préviens les gens dans tous les cas.
Et combien de gens qui me disent, mais quand ils sortent de cette séance, ils se disent, mais je vais jamais rentrer en hypnose. Ah bon? Alors je pose 2 ou 3 questions quand même pour savoir. Puis en fin de compte, ils sont rentrés en hypnose, mais une hypnose légère, c'est pas la peine d'aller en profondeur. On va en profondeur pour les sportifs. Par exemple, David Douillet, oui c'est Douillet ou l'autre... Karatéka. Pardon? L'autre karatéka, le Oui, noir, je oui, sais plus comment il complètement. s'appelle. Lui était suivi par un hypnothérapeute. Il revoyait ses matchs avant les matchs. Moi, j'ai eu des basketteurs où je les faisais vivre avant le match pour effectivement être plus performant. Mais ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que j'ai envie de tirer le fil est d'apporter un soin, un bien-être, un porte-peu apporté à quelqu'un d'autre. Et l'hypnose médicale ou d'accompagnement, pour moi, c'est il n'y a pas mieux, quoi. Alors, on sait aujourd'hui que l'hypnose, alors déjà, est reconnue. On l'utilise dans les hôpitaux, notamment pour des personnes qui ont des problèmes de santé ou d'un certain âge, quand il s'agit de passer sur le billard et qu'il est difficile de jauger un petit peu ce qu'on va leur donner pour l'anesthésie. Elles peuvent très bien décider de vivre l'opération sous hypnose. Et ça marche très bien. Je parle de cas extrêmes, mais ça peut être pour monsieur, même tout le monde, des enfants qui sont, je pense, enfin tu vas nous le dire, très réceptifs à l'hypnose, quelque chose de très naturel pour eux. Donc, d'un point de vue médical, entre guillemets, l'hypnose fait des choses incroyables. Maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement que tu proposes avec l'hypnose, quand tu parles de tirer le fil, qu'est-ce qu'on entend par tirer le fil? Exemple, donc tu parles de la cigarette. On peut parler aussi peut-être de troubles de comportement alimentaire qui sont extrêmement difficiles, hein, entre l'anorexie et la boulimie. Je sais qu'il y a des personnes, ça fait des années et des années, ils ont beau aller voir des psychologues, des psychiatres, etc. Enfin, c'est une maladie considérée comme telle et extrêmement difficile de s'en sortir. Je ne sais pas les différents cas que tu as pu traiter, mais quand tu parles de tirer le fil, et à la différence de certains autres hypnothérapeutes qui peuvent mettre en transe un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien, toi tu dis 1h30. Le moment où j'ai partagé 1h30, ouais. Le moment où tu partages. Donc, quand tu parles de partager, est-ce à dire qu'il s'agit d'abord de parler de la problématique avec la personne avant de proposer la séance d'hypnose à proprement parler, ou est-ce que l'heure d'échange ou l'heure et demie d'échange est un préambule à un état hypnotique? Dans tous les cas. Parce qu'il faut comprendre un truc, dans l'hypnose par exemple, on a effectivement l'hypnose, on se met dans un état différent, mais il y a l'hypnose conversationnelle. Et ça, c'est ça qui est le plus efficace. Parce que quand les gens viennent me voir, on parle de poids. Moi, j'ai des dames qui viennent me voir parce qu'elles veulent perdre du poids. Alors, ça va, je veux perdre 5 kilos à 40 kilos. Hein, il y a un curseur qui est relativement large. On sait pourquoi les personnes pourquoi elles prennent du poids. Quelle est la raison? Est-ce que c'est une mauvaise alimentation? Est-ce que c'est un traumatisme aujourd'hui? Quelle est la raison? Moi, j'ai besoin de savoir ça. Donc les gens, je vais les faire parler. Comme on fait tout simplement, et les gens vont, au fur et à mesure, vont se livrer. Puis quand la confiance va se mettre là, quand le fil va être tiré, les gens vont se lâcher, vont me dire les choses. Mais en fin de compte, elles se les disent à elles. Parce que ça, c'est de l'hypnose conversationnelle. Tout ce qu'on se dit, ça c'est connu dans le cerveau, mais même les pensées dans tous les cas, vont à l'inconscient. Et l'inconscient lui ouvre le chemin ou le ferme. Importe peu, comment on fait. Et bien là, pareil, moi je fais beaucoup d'hypnose conversationnelle, pour ça que je besoin de tirer le fil. Et la personne me dit, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça, ou je pensais pas que c'était ça, ou je l'avais pas vu, voilà. Et j'ai gagné les 3/4 de ma séance. Après, effectivement, on va faire une séance d'hypnose, je vais les mettre dans un état un petit peu différent, tout en leur disant, si ça vous plaît pas, déjà, je touche pas ni la main, ni le bras, ni rien du tout, parce qu'avant, il faut savoir qu'en 1900, les hypnothérapeutes avaient tendance à poser les mains sur... et ça, c'est inacceptable. Enfin, moi, je considère que ça est inacceptable. Je leur dis, je ne toucherai pas, si il y a un mot qui vous choque, quelque chose qui on arrête sans aucun problème. Pourquoi avoir mis ce protocole? Pourquoi cet avertissement? Parce que il faut qu'il y ait une confiance qui se mette en place.
Ça, c'est important. Si la personne vient me voir, elle n'a pas confiance, elle va pas parler, puis après elle va avoir un doute, puis elle va pas vouloir rentrer en hypnose, et j'aurais pas fait mon travail correctement. Moi, je veux que les gens se mettent en face de moi et se sentent bien, se laissent aller, puissent s'ouvrir entièrement. Et combien de gens m'ont dit, mais je vous dis ça avant, vous regardez, mais dans tous les cas, je leur dis, tout ce qui se passe là, ça se passe là. Ça sortira jamais. Parce qu'il faut qu'il y ait cette confiance. S'il n'y a pas la confiance, ça ne sert à rien. Alors, j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue, parce que l'inconscient est plus puissant que le conscient. L'inconscient, c'est ce qui enfin, c'est mon interprétation, après tu me dis si tu n'es pas d'accord, mais l'inconscient englobe le conscient, et pas l'inverse. Et que, exemple, la boulimie, ou le fait de trop manger, ou la cigarette, admettons, c'est qu'il y a un vide, un manque, qui demande à être comblé. On mange pour se rassurer, au même titre qu'on peut fumer pour se rassurer. On peut mettre en explication, rationnellement parlant, le pourquoi du comment je fume et qu'est-ce que ça me fait, etc. Ça, c'est le conscient qui va l'exprimer. Ok. Mais peut-être que l'inconscient, lui, le trouble en question, imaginons, remonte à la période fœtale, la prime enfance. De quoi se souvient réellement la personne, consciemment, ça, il y a très peu de chances qu'elle s'en souvienne. Ça arrive, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est dans l'inconscient. Et l'inconscient, lui, a mis en place des systèmes de sécurité pour nous protéger et qu'on a mis pour survivre dans ce monde, plus ou moins, vis-à-vis des relations papa, maman, des traumas peut-être de la petite enfance, peut-être intra-utérin, enfin bref, un tas de choses comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où tu vas commencer à tirer le fil avec la personne, peut-être que l'inconscient, lui, il se dit « Ah non, là, pas touche ». Là, si tu touches ça, la personne, elle va pas pouvoir continuer parce qu'elle ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire que s'il y a un manque, s'il y a un palliatif que peut-être la cigarette, la nourriture ou que sais-je, si tu touches à ça, non, faut que toi, peut-être thérapeute, tu me laisses pas de blanche. Ça marche pas. Je trouve que ça marche pas tout à fait comme ça. Alors, explique-nous. Je vais t'expliquer. Ouais. On a effectivement un outil extraordinaire, notre tête, notre cerveau et ainsi de suite. On a un petit morceau qui est juste là, qui est le conscient et l'inconscient. Le conscient, lui, est là pour nous protéger. Je te donne un exemple. Tu es dans la rue, derrière toi arrive une voiture rapidement. Naturellement, tu vas te décaler. C'est ton conscient qui le fait faire. Et il va te protéger sur plein de choses. Après, lui, l'inconscient, il est toujours d'accord avec toi. Il enregistre tout, du premier jour au dernier jour. Il aura tout enregistré. Il n'ira jamais à ton encontre. Si la cigarette, tu l'as associée à un moment de plaisir, l'inconscient, il est d'accord. Donc, il va te la réclamer, cette cigarette. Alors, quand je parle de cigarette, on pourrait parler du chocolat ou de plein d'autres choses. Hein. Ça, c'est ton inconscient qui va se faire un chemin avec les neurones parce qu'il est d'accord avec toi, dans tous les cas. Sauf que en hypnose, on va corriger ces chemins différents de tes neurones. Je raconte souvent cette histoire. C'est une dame qui va manger un carré de chocolat un jour et qui va trouver ça très bon. Puis tous les jours, elle va prendre un carré de chocolat. Et en fin de compte, ça devient une habitude. Et après, elle a besoin, parce que le cerveau lui réclame ce chocolat. Et après, ça devient une addiction. Il lui faut ce chocolat, parce que elle a un réel manque. Mais qui c'est qui lui crée ce manque? C'est son inconscient. Parce qu'il a besoin de ça. On a associé ça à un moment de plaisir. Donc pour tout le reste, c'est comme ça. Donc l'inconscient, lui, est toujours d'accord avec toi, il n'ira jamais à ton encontre. Mais même que tu fasses une erreur ou pas d'erreur, lui, il s'en fout. Il n'est pas là pour juger. Par contre, ton conscient, lui, va te protéger. Si demain matin, on te met en hypnose, par exemple, je viens avec un revolver, je te le donne et je te dis, va tuer ton voisin, ton conscient va te dire, non, stop, on ne fait pas. Sur des cas extrêmes, j'entends. Hein, je parle d'un cas extrême. Donc, il faut bien comprendre que le conscient te protège et l'inconscient est d'accord avec toi et on va pouvoir le modifier. Et c'est lui qu'on va modifier. Si tu as les gens qui vont prendre du poids, c'est les neurones savent que ça fait plaisir, que la personne a besoin de se remplir. On va pallier un manque différent et ainsi de suite. Et bien, si on trouve pourquoi ce manque, quel est le manque? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est le couple, est-ce que c'est le boulot, et si on arrive à trouver ça, si la personne met ça en évidence, ben on va modifier.
on va changer le chemin des neurones, ce chemin que les neurones font. On en a des tonnes. Hein, Oui, tu parles de la plasticité du cerveau, de créer de nouvelles connexions. Et alors, c'est vrai qu'on fait là aussi une erreur. On dit que, effectivement, chaque jour, des neurones meurent, mais on en crée chaque jour aussi. C'est vrai. Donc, on peut effectivement modifier plein de choses. Moi, je prends ça aussi comme exemple. Je veux pas parler de politique, mais demain matin, si tu es projeté président de la République, tu vas te mettre dans cette position-là. Donc ton cerveau va changer totalement. Et tu vas avoir des attitudes qui vont changer. Je te parle de politique, je pourrais te parler de n'importe quel sujet. Hein. Ton cerveau, lui, va se modifier totalement, entièrement. Et pourquoi ? Quelle raison ? On est né comme ça, on a appris comme ça. Eh ben non, le cerveau va continuer à évoluer. Et notre cerveau va évoluer toute notre vie. Parce qu'on va apprendre des choses. On va nourrir notre bibliothèque personnelle. Ok, alors j'entends ce que tu dis. Prenons un exemple, parce que j'en ai rencontré des personnes qui ont été voir des hypnothérapeutes. Oui. Exemple pour arrêter de fumer. Et qui, oui, alors effectivement, les premières semaines, je fume moins, le goût de la cigarette, pas terrible, etc. Mais ça revient, et puis je reprends la cigarette, et ça recommence. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de circonstances ? Je ne sais pas quel taux de réussite tu pourrais avoir par rapport à ceux qui veulent arrêter de fumer, par exemple. Mais d'une manière générale, des hypnothérapeutes que j'ai pu accueillir, ils sont de l'ordre de 80% de réussite, une moyenne. Donc, alors c'est 80% sur 6 mois. Peut-être. Alors qu'est-ce qui fait que 20% où se trouve le problème avec l'inconscient là ? Dans tous les cas, il faut comprendre un truc. On a le libre arbitre, on choisit de faire ou de pas faire. Dans tous les cas. Si on va voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer parce qu'on est décidé, dans tous les cas, les gens qui viennent, c'est qu'ils ont envie d'arrêter. Ils viennent pas parce qu'on les a obligés. Si on les a obligés, ça fonctionne pas. Donc ils viennent parce qu'ils ont envie d'arrêter de fumer, ils n'ont pas trouvé la solution eux-mêmes. Bon, ok. Mais si au bout de 6 mois, ils se disent allez, je fumerais bien une petite cigarette, c'est la personne qui décide de le faire. C'est pas l'hypnothérapeute. On l'a aidé à s'arrêter de fumer, mais si lui continue pas, effectivement, on sait qu'on a 80% de réussite sur les 6 premiers mois. Puis après, effectivement, on est, c'est un peu la balance, quoi. Hein. On va à droite ou on va à gauche. Je refume ou je refume pas. Il y a des gens qui refumeront jamais parce qu'ils sont écœurés. Alors moi, je rajoute, quand je fais des séances d'hypnose sur la cigarette, j'appelle ça des ancrages. Je mets un ancrage. Tu sais ce que c'est qu'un ancrage ? Oui. Donc je mets un ancrage de dégoût pour la cigarette, mais encore une fois, l'ancrage, la personne s'en sert ou elle s'en sert pas. Je lui ai donné un outil, on l'a mis en place. Si la personne ne veut pas s'en servir, moi je peux pas lui tenir la main et être là en permanence avec lui. C'est sûr. Donc après, c'est aussi une question de volonté, où on a réellement envie d'arrêter, où on se dit, je vais faire plaisir à mon épouse ou à mon mari pour arrêter de fumer. Et ça, c'est pas bon. Faut pas faire plaisir aux autres, faut vraiment avoir envie. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de savoir rapidement quand les gens viennent me voir s'ils ont réellement envie. S'ils n'ont pas envie, je leur dis, on va faire, mais je vous garantis pas le résultat. Mais en tout cas, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Donc il faut qu'il y ait vraiment une part importante du conscient qui ait envie de passer à l'acte. Oui, mais c'est pour tout. Sur la cigarette, l'alcool, le sucre, les bonbons, les gâteaux, ainsi de suite. Hein. Le sexe. Aussi, hein. Oui, complètement. Ouais. Ça peut être une addiction comme une autre. Dans tous les cas, c'est une addiction. Hein. Alors, je voudrais te soumettre, en tout cas ton regard. Voilà, j'ai quelqu'un, un membre de ma famille, un homme, qui, tous les 3 ans, se faisait des accidents en apparence de l'extérieur. Il tombe d'une échelle, il porte un poids, etc. Et les conséquences physiquement ont été assez graves. À chaque fois, il a été immobilisé durant au moins 6 mois. Alors, soit une épaule, soit un genou, etc. Pour alors, opération, broche, tout le très compliqué. Et ça, tous les 3 ans. Tous les 3 ans, voilà. Et je lui dis à un moment donné, mais là, il y a un cycle, il y a quelque chose qui est en train de répéter. Va voir un hypnothérapeute. Il met un petit peu de temps, il décide finalement d'y aller. Et puis au début, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui libère. Et puis petit à petit, même dans son couple, ça allait mieux, ça avait changé, il y avait des choses qui s'installaient, qui allaient pas mal.
Puis petit à petit, le sentiment que ça fait plus effet. Un peu comme la pastille ou le médicament qu'on aurait pris, ça marche plus. Et patatrac, ça va louper. Paf, un nouvel accident, toc, qui arrive et qui vient recommencer, 6 mois d'immobilisation. Voilà. Donc, dans ce genre de circonstances, ce qui est intéressant, c'est que la remarque de mon proche, c'est de dire, elle n'est pas forcément bonne, l'hypnothérapeute. Parce que si vraiment elle était bonne, elle était compétente, ça aurait marché et puis j'en entendrais plus parler. Alors, explique-nous un petit peu. Là, on n'est pas dans une addiction de prime abord, on est dans un schéma répétitif et qu'on aurait tendance à incriminer sur l'extérieur. Ouais, j'ai tiré une malle, ça m'est tombé dessus, il y a quelque chose. Voilà, c'est quelque chose d'extérieur. C'est pas moi qui veux. Je veux dire, voilà, je suis pas pour le coup maître du chocolat ou de la cigarette. Là, je choisis rien. C'est le destin. Ça m'arrive comme ça. Donc, ton regard sur ce genre de. Alors, moi, ce regard sur ce que tu viens de m'expliquer, il y a peu de mauvais thérapeutes. Il y a de mauvais clients. Ou des clients qui n'ont pas très envie, ou voilà. Mais dans tous les cas, le thérapeute, s'il a fait son travail, s'il est sérieux, j'entends, s'il a fait son travail, c'est le client qui n'a pas été réceptif, ou qui n'a pas fait les choses, ou ainsi de suite. Ça, c'est une première des choses. Moi, j'aurais une deuxième analyse, c'est que, comme certainement on va l'évoquer après, j'ai différentes cordes à mon arc. Et j'aurais tendance à dire, il y a un karma qui est là, qui est puissant. On appelle ça un contrat. Donc tous les 3 ans, il est censé, tant qu'on va pas arrêter ce contrat, ça va recommencer. Il pourra faire tout ce qu'il veut, ça recommencera tout le temps. Tous les 3 ans, il aura. Parce que il faut savoir que, je dis, on va en parler après, mais on signe des contrats sans le savoir. Avant de revenir, ces contrats, les bons, on les garde, les mauvais, on les a toujours, et il faut les supprimer, ces mauvais contrats. Et lui, en l'occurrence, il a un mauvais contrat. Donc, l'hypnothérapeute a dû faire son travail, ça a fonctionné un certain temps, et puis en fin de compte, il est reparti parce que le karma est plus fort que l'hypnothérapeute. Alors là, on va venir tout à l'heure aux annales akashiques, à ce que tu proposes dans ce sens-là de faire. Alors, est-ce qu'il s'agirait toujours d'utiliser l'hypnose dans ce cadre-là? Si par exemple, j'avais mon proche là qui vient de te voir, est-ce que réellement l'hypnose est d'une grande aide? En fait, la question sous-jacente, c'est quelles sont les limites de l'hypnose? Je t'avais parlé des troubles de comportement alimentaire. Là aussi, c'est extrêmement... On pourrait peut-être parler de karma, mais... Non, ça sur les troubles alimentaires, l'hypnose, on a effectivement, on va soigner 80%, 90% des maladies, mais quand c'est des répétitif sur tous les 3 ans, là on se pose des questions en se disant il y a autre chose. On va pas apporter ce qu'il faut à la personne qui vient nous voir. Donc dans ces cas-là, on va proposer d'autres choses. Parce que l'hypnose va être efficace pendant quelques mois peut-être, ou un peu plus, 1 an, mais à bout d'un moment ça s'arrête parce que le schéma, le mécanisme est toujours en place dans tous les cas. Donc effectivement, on a quand même une certaine limite, qui est quand même... on arrive à soigner quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Après, effectivement, tu parlais tout à l'heure des opérations. Il y en a une qui a été faite à cœur ouvert quand même en hypnose. Il faut savoir que quand on fait une opération, moi j'ai pas le droit de rentrer dans une salle d'op, parce que je fais pas partie du monde médical, mais enfin c'est comme ça. Quand on fait une opération sous hypnose, il y a quand même le produit qui est présent, qui est là, on en met beaucoup moins, et la personne est toujours là. Si toutefois ça fonctionnait pas, ou la personne reprenait conscience, on remet un peu ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer l'opération. Bon, ça arrive rarement, j'ai l'impression, parce que les opérations maintenant se passent bien. Les dentistes se forment beaucoup à l'hypnose. On arrache des dents sous hypnose. Ça a un gros avantage. C'est que effectivement, on met pas de produit, déjà, donc ça ne rentre pas dans le corps. Et deuxièmement, ça cicatrise 2 fois plus vite quand même, en hypnose. Quand on arrache une dent, on a un trou, faut savoir. Ça a d'autres conséquences, le fait d'arracher des dents, mais là, ça c'est sur un autre sujet. Mais l'hypnose, on peut y faire beaucoup de choses. Après, ça dépend du sujet, ça dépend de ce qu'on doit traiter. Encore une fois, un bon thérapeute va essayer de comprendre l'enveloppe globale. Si moi, personne qui vient me voir et qui me dit tous les 3 ans j'ai ça, je ne vais pas lui proposer d'hypnose. Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est une manière de pouvoir voir quelles sont les limites
à des modes de fonctionnement Bien qui sûr. peuvent être de l'ordre de l'inconscient. Voilà. L'hypnose, ça c'est une chose. La PNL, alors la programmation neuro-linguistique, pratique qui a été très développée dans le milieu professionnel des multinationales, que ce soit pour les banquiers, pour toutes sortes de métiers, on va dire, où le contact humain, chez les politiques, où le contact humain est privilégié. Alors tu dis que tu n'as pas été jusqu'au bout, pour un problème de conflit personnel avec cette femme. Qu'est-ce que t'a permis d'entrevoir la PNL que n'apportait pas l'hypnose? Ça apporte, si j'avais pu faire le cycle entièrement, effectivement, ça m'aurait apporté. En réalité, moi, aujourd'hui, je me sers de la PNL quand j'ai les gens en face de moi et qui vont me tenir des propos. Je vais leur dire non, ne dites pas ça. Ne parlez pas de propos négatifs, parce que plus vous allez vous dire de propos négatifs, plus ça remonte à l'inconscient, et l'inconscient, comme il est d'accord avec vous, il est d'accord. Vous savez, tu sais, je prends souvent cet exemple. J'ai mal à l'épaule. Quand je me dis j'ai mal à l'épaule, plus je vais dire j'ai mal à l'épaule et plus j'aurai mal à l'épaule. Parce que c'est le cerveau qui l'entend. T'as mal, tu vas avoir mal. Si je me dis j'ai mal à l'épaule, mais ça va passer dans un instant, je sais que ça va passer, puis quand je vais rentrer chez moi, je vais prendre un aspirine ou un cachet pour me calmer, ou j'irai voir le docteur pour qu'il me fasse... Voilà. Si je me dis ça, effectivement, mon mal va commencer à s'atténuer, à disparaître. Ça fait partie de la PNL. C'est le langage positif qu'on peut avoir. Et très souvent, moi, je reprends les gens en leur disant non, ce que vous me dites, c'est négatif. Et vous, en tout cas, vous vous incitez vous-même à vous créer des problèmes. Quand les gens disent j'ai pas de problème, qu'est-ce qu'entend le cerveau? Problème. Donc tout ça, voilà, la PNL, moi ça m'aide dans tous les cas, dans les propos. Quand les gens vont me tenir des propos et je leur dis corrigez-vous, essayez de faire des propos plutôt positifs. Et vous allez voir que vous allez vous sentir bien. Et plein de gens m'ont dit, effectivement, c'est pas facile, c'est même un peu compliqué, mais je m'y force, je me reprends, même mon langage intérieur, je me reprends et je me sens beaucoup mieux, quoi. Est-ce que l'inconscient entend le négatif? Bien sûr, bien sûr. Si tu dis, oh, je vais avoir un problème, inconsciemment tu te le dis, tu vas avoir un problème. Mais quand je dis le négatif, j'entends la négation. J'entends pas forcément je vais avoir un problème. Il n'y a pas forcément de négatif. Un problème, le terme problème n'est pas quelque chose de foncièrement négatif. C'est le ne pas dont je parle. Oui, dans tout ce qui est, toutes les négations, le cerveau ne les comprend pas. D'accord. Il va enregistrer la fin. Si je n'ai pas de problème, il va enregistrer problème. Si tu dis j'ai une solution à trouver, solution. C'est la fin de la phrase qu'il va entendre. Le mot principal en tout cas. D'accord. Ça c'est important. Okay. Mais voilà, effectivement, moi ça m'a aidé un petit peu, ça m'aide un peu. Je donne quelques éléments aux gens qui viennent me voir, qui sont ravis, enchantés de. Puis ils se disent ah, c'est marrant, on peut pas dire ce qu'on veut avec vous alors. Et non, vous pouvez dire, mais dites-le bien. Bah, de surcroît, tu t'es formé à la lecture langage du corps. Donc là aussi, l'inconscient parle beaucoup. Alors, ça doit t'amuser peut-être à écouter, regarder les politiques ou les gens qui essaient de te vendre des choses très intéressantes. Comment est-ce que ça se passe finalement auquel lien tu as pu faire? Alors, je vais le formuler différemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au regard de toutes tes activités professionnelles que tu as eues jusqu'à maintenant, de par ta sensibilité, on y est tous sensibles à ce langage corporel, consciemment ou inconsciemment. La question que j'aimerais te poser, c'est à quel moment ça a pu être une aide de le conscientiser. Soit on le conscientise d'une manière, on va dire, avec l'expérience, ou alors on le conscientise parce qu'on a suivi une école qui va nous apprendre le langage corporel, donc avec des structures, des protocoles pour comprendre les signes distinctifs qui vont nous renseigner sur le code. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence entre apprendre par soi-même, quelque chose peut-être petit à petit, mais le fait d'avoir une grande sensibilité nous aide, ou alors de faire une école qui nous apprenne la codification du comportement du corps et ce qu'il d'une manière sous-jacente est en train de nous dire. Comment est-ce que ça peut t'aider, toi, dans le cadre professionnel, donc de l'accompagnement aux personnes, sachant que là, il y a déjà plusieurs casquettes.
donc entre l'hypnothérapeute, la programmation neurolinguistique et puis le langage corporel. Est-ce que tu es conscient de tout à la fois? Est-ce que ça fait partie de toi, le mode répétitif, tu as tellement ancré la chose? Oui, dans tous les cas, moi ça fait partie de moi. Là tu parlais moi j'appelle ça la synergologie, mais enfin c'est le langage corporel. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en face de moi, comme je vais le faire parler, on est vraiment dans une conversation, dans vraiment quelque chose, je vais voir si je suis dans le bon chemin ou le mauvais chemin. Si il y a des mensonges ou il y a des choses qui sont arrangées, je vais le sentir, je vais le voir, parce que effectivement, je vais avoir un message du cerveau, une attitude qui va me dire il y a un truc qui va pas, donc je vais reposer ma question autrement. Je vais pas dire non mais là vous m'avez menti, je ferai jamais ça, en disant je reprends le problème de la question différente. Ça m'aide parce que je le vois tout de suite. Alors effectivement, je dis pas aux gens je vais vous examiner et dans votre langage et dans votre comportement, parce que là c'est foutu d'avance, ça marche pas. Mais je ressens les choses et comme je les ressens puisque je les ai appris, eh ben je vais modifier ma façon de faire, mes questions. Ça te permet de t'adapter, de parler le langage de la personne. Ça me permet d'aller plus vite. Ça me permet beaucoup d'aller plus vite. Alors, on va aborder toute la sphère énergétique. Alors, il y a pas mal de choses à dire. C'est déjà comment tu t'es ouvert à ça, parce que tu as été formé avec Yann Lipnik, alors que ça soit donc le clair ressenti ou la bioénergie. Yann Lipnik est une référence en France, dans tous les cas, en tant que géobiologue ou clairsentant, ou clairvoyant. Chacun y donne différents noms, ça dépend. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un monde à part entière. Même si déjà, peut-être avec l'hypnose, les lectures corporelles, finalement on voit qu'on ressent la posture de la personne, on ressent le vocabulaire qu'elle utilise, la manière dont elle a de coordonner les mots, les silences entre les phrases, etc. Bref, tout parle. Donc soit on peut le ressentir parce que en tant que tel, on est quelqu'un avec une grande sensibilité, ce qui a pu être ton cas de par ton enfance, toutes tes expériences, où cette sensibilité était déjà très présente. Mais il y a un pas à faire, à t'ouvrir, on va dire, au concept, dans un premier temps, sur le clair ressenti ou la bioénergie. Comment ce monde-là t'est venu? Où est-ce que tu en as entendu parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus comment j'en ai entendu parler, mais enfin, je m'y étais intéressé. Et encore une fois, ça reste dans le même cheminement chez moi. L'aide à la personne. Apporter quelque chose à quelqu'un. Effectivement, le clair ressenti va t'ouvrir des choses totalement différentes. Et quand tu continues, tu fais de la bioénergie, là, effectivement, moi, il m'arrive assez régulièrement de faire des soins, ne serait-ce par exemple sur une photo, des soins sur la personne. Donc, encore une fois, c'est toujours l'apport à d'autres personnes. À apprendre ou à donner ou à aider quelqu'un d'une façon différente. Que l'hypnose, là, j'ai pas besoin d'avoir les gens en face de moi. Je leur demande de m'envoyer une photo avec quelques éléments que j'ai besoin, et là, je vais faire des soins, et j'ai très souvent des retours tout à fait agréables à entendre. Voilà, je suis content, mais le plus content, c'est que j'ai apporté quelque chose. Alors, mais c'est marrant comment tu me réponds, Jean-Jacques, parce que tu es en train de nous dire je sais pas, voilà. C'est assez évasif. Pour moi, c'est important, la manière dont tu es venu, et ça rejoint le début de l'interview, sur le fait que tu es une génération qui, de prime, en tant qu'homme, de surcroît, c'est pas quelque chose de rationnel. C'est pas quelque chose qui est appréhendé d'une manière générale par ta génération. Je sais pas, parmi tous tes amis, les connaissances, les hommes ou autres, je sais pas s'ils ont connaissance de ce que tu fais. En même temps, ils pourraient, parce que sur ton site, il y a tout, c'est clairement dit. Mais ça pourrait en déranger plus d'un. Attends, de quoi tu me parles là? C'est pas terre à terre, c'est pas rationnel. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi que tu puisses nous expliquer comment est-ce que tu t'es ouvert à ça. Moi, c'est bête, ce que je dis. Peut-être la question pour toi, elle paraît évidente. Oui, moi, ça me paraît évident. C'était vraiment l'aide à la personne. Comment puis-je aider mon prochain? Ça, c'est quelque chose, ça a toujours été. C'est ce que je te disais au début.
même gosse, on venait me voir pour que je puisse apporter quelque chose ou donner une solution ou un propos, importe peu, ce qu'on me demandait. Mais moi, ça a toujours été ma vocation. Sauf qu'avec l'hypnose, c'est rationnel. Il y a un protocole, Oui, il y a des choses à suivre. Non, mais voilà, il y a plein de façons différentes. Surtout, l'hypnose, c'est bien particulier. La PNL, c'est encore autre chose. La bioénergie, c'est encore une troisième chose. Mais quand on regarde bien tout ça, et on va aborder après la quatrième chose, quand on regarde tout ça, c'est toujours de l'aide à quelqu'un. C'est toujours apporté à quelqu'un d'autre. Effectivement, moi, dans mon deuxième cercle, des fois, on me regarde un peu bizarrement. On me dit, ça va pas, ou il y a quelque chose, quoi, parce que je fais pas partie de la génération qui s'ouvre. Et pourtant, il y en a de plus en plus. C'est vrai. Il y en a de plus en plus. Et on en aura de plus en plus. Et par contre, je suis pas sûr que cette nouvelle génération des 20-25 ans soit ouverte à ça. Ah bon? Je sais pas. D'accord, d'accord. J'ai un doute, j'espère pas. En tout cas, alors peut-être que ça va se réveiller après, hein. Peut-être qu'ils vont prendre conscience. Moi, effectivement, je te dis, moi, j'ai toujours aidé les autres d'une façon différente, ben voilà. Et puis, j'arrive encore à trouver d'autres outils pour améliorer encore, apporter d'autres choses différemment. Les gens qui viennent me voir en bioénergie viendront pas me voir en hypnothérapie. Ou au sens contraire. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, moi, je parle avec des gens en disant, ah ben, je fais aussi ça ou je fais ça. Et il y a des gens qui sont pas sensibles. Ils disent, non, je suis venu pour voir le thérapeute. Et pourtant, tout est sur ton site. Dans tous les cas. Oui. Mais en fin de compte, les gens vont sur le site, vont prendre un morceau, vont regarder ce qui les intéresse. Ça leur fait pas peur? Non, non, complètement. Non, non. Mais les gens qui viennent voir pour l'hypnose vont pas sur mon site. D'accord, intéressant. Oui. Le chemin. Oui, complètement. Ouais. Alors après, effectivement, c'est là, et encore dans le train, on m'appelait pour prendre un rendez-vous avec moi sur l'hypnose. C'est des gens qui viennent de bouche à oreille. J'ai surtout travaillé comme ça. Le site en hypnose m'apporte pas grand-chose. D'accord. Mais voilà, bon, je crois que j'ai demandé à l'informaticien d'enlever une grande partie. Alors, le clair ressenti. De là à s'y intéresser, d'en entendre parler, c'est une chose, mais de franchir le pas, de suivre une formation et puis de trouver des bons, parce qu'il y a une hypnique, je veux dire, il y a de tout là aussi. Et c'est d'autant plus difficile à trouver, on va dire, une sorte de référent dans le milieu de la bioénergie que on parle de quelque chose de, voilà, du ressenti, quoi. Et l'énergie, entre guillemets, c'est un monde vaste qui, des fois, pour certains, n'est pas vraiment tangible. Donc, on pourrait y vendre, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Comment est-ce que tu as entendu parler de Yann et qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas pour faire la formation? À vrai dire, je serais incapable de te répondre. J'ai fait ça d'instinct. D'instinct, j'ai dû être attiré. Tu sais, je disais, par exemple, je te donne un exemple. Je sais plus si hier ou avant-hier, je vais dans une grosse librairie, je vais pas citer le nom, et sans chercher quelque chose de particulier. Je rentre et dans un rayon, je tombe sur un livre. C'est celui-là que je veux. J'ai acheté ce livre, et en fin de compte, ce livre, je suis en train de le parcourir et ça m'apporte plein d'autres choses. Donc voilà, j'ai fait ça d'instinct. Et je pense que ça, il y a plein de choses qu'on fait d'instinct. Pourquoi je l'ai fait? C'est vrai que tu rentres dans une librairie, tu vas choisir un livre. Est-ce que c'est toi qui choisis le livre ou c'est le livre qui te choisit? Hein, on n'a pas trop la réponse. Moi, je sais que je connais la réponse, mais bien souvent, on ne sait pas trop. Et ben voilà, et c'est plein de choses comme ça. L'hypnose, bon, effectivement, c'était suite à un spectacle, parce que je pensais qu'il y avait d'autres choses. Ben, la bioénergie ou le clair ressenti, à vrai dire, je me souviens pas. On a dû m'en parler comme ça rapidement, et puis je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Je vais aller voir, et puis voilà, une fois que il y a quelque chose qui m'accroche, quelque chose qui me plaît, je me sens attiré. C'est comme si j'étais aspiré par quelque chose. Et puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai commencé par le clair ressenti. J'ai trouvé ça très intéressant, très enrichissant. J'y ai appris beaucoup de choses. Et je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Comme quoi, par exemple? Le pouvoir de ses mains. C'est ça le clair ressenti, c'est le pouvoir de tes mains. Et très souvent, peu de gens s'en servent. Et moi, je me disais, mais c'est exceptionnel. Pas besoin de pendule, pas besoin de rien du tout, juste avec tes mains. C'est un outil que tout le monde a. Et pourquoi on s'en servirait pas pour faire plein de choses?
Donc c'est parti de ce constat et je me suis dit, mais faut développer, il faut aller plus loin. Donc effectivement, j'ai fait ce stage sur le clair ressenti et j'ai appris à me servir de mes mains. Et après, je me suis dit, je vais aller un petit peu au-delà. Hein, j'ai continué, donc après j'ai fait effectivement la bioénergie, toujours avec l'hypnique. Excuse-moi, dans quel cadre ça peut être une aide supplémentaire, le clair ressenti, parmi ceux et celles qui viennent te voir? Clair ressenti, bioénergie, bon, on va distinguer les deux. Ouais. Hein. Tu peux pas faire de la bioénergie si tu n'as pas fait le clair ressenti. Le clair ressenti étant un passage obligé. Si tu n'as pas fait le clair ressenti, tu ne peux pas apprendre la bioénergie. Alors, tu peux nous expliquer la distinction entre les deux? Les distinctions entre les deux, le clair ressenti, on va t'apprendre à te servir de tes mains et à sentir le monde parallèle, ce monde extérieur. C'est vrai que la première fois que le prof nous parlait, demain on va aller chercher notre dragon. Tu dis un dragon, tu te poses une question, normalement constituée, tu dis c'est quoi ça? Et en fin de compte, effectivement, on apprend à ça, on va apprendre à avoir son animal totem, et ainsi de suite, on va apprendre plein de choses. On va découvrir ce monde parallèle. En fin de compte, le clair ressenti, c'est de découvrir ce monde extraordinaire qui nous entoure, que peu de gens sont conscients de ce monde extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que tu y as adhéré? La curiosité, peut-être. Ouais. Peut-être. Et je sais pas comment est-ce que je pourrais dire chez toi. Alors, je fais la distinction entre le naïf et le candide. Le candide est dans une posture d'ouverture, j'allais dire permanente. Le pourquoi pas. Le naïf, c'est quelqu'un qui pourrait se faire avoir parce qu'il n'a pas d'esprit critique. Alors que le candide en a un. On peut jouer le candide pour voir. Allez, juste, ouais, pour voir. Curiosité. Mais j'ai mon esprit critique derrière. Et toi, c'est bien de cette part-là dont je parle, hein, le côté candide. C'est-à-dire qu'on te parle de dragon, d'animal totem. Encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure ce monde-là était déjà là pour toi. Et qu'est-ce que ça implique dans je t'ai déjà posé cette question, tu m'as répondu très, très léger. Qu'est-ce que ça implique dans ta vision de toi-même ou ta vision de ce qu'est l'être humain par rapport au monde? Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire qu'on se définit en fonction de comment on se place ou on se voit vis-à-vis de ce qui nous entoure. Ouais, complètement. Ou de ce qui se passe en nous. Bon. De par les expériences que tu as eues, ou cette soif d'expérience aux différentes cultures, à l'être humain, à tout, voilà, cette ouverture, cette soif d'ouverture, forcément t'amène à t'envisager différemment. Mais dans le moment où on aborde l'hypnose, conscient-inconscient, là on a une sorte de retournement qui peut se faire chez bon nombre de personnes sur ce que nous sommes, ou ce que l'on croit être le conscient, qui peut-être des fois est gouverné par l'inconscient, etc. Quand on parle du clair ressenti, là on a une sphère qui n'est pas de prime abord du domaine du visible. Donc c'est-à-dire que notre réalité, ou telle qu'on s'envisage, vient s'entrapercevoir dans un autre contexte. Et avec le clair ressenti, là, ça peut être très grand, très large. Et à partir de là, la question serait de savoir, mais comment est-ce que tu t'envisages finalement? Oui, mais alors, je vais reprendre tes propos. Ouais. Quand on parle de conscient et d'inconscient, l'inconscient, quand tu parles de quelqu'un de son inconscient, la personne ne peut pas l'imaginer. C'est quoi mon inconscient? Pourquoi mon inconscient va me faire ça? Quand je dis aux gens, bah voilà, vous avez un faux pli parce que vous avez cette habitude, pourquoi vous l'avez, et c'est votre inconscient qui vous le fait, les gens m'écoutent parce qu'ils sont polis peut-être, ou ils sont intéressés parce que je vais leur expliquer, leur dérouler. Mais encore une fois, c'est vague, totalement. Ouais. Le clair ressenti, quand on va parler de ce monde extérieur, ce monde parallèle, cet autre monde, là aussi c'est vague. Comment on va le ressentir? Comment on va le voir? Comment moi je peux voir ton inconscient? Comment je peux voir le monde qui nous entoure? Mais toi, vis-à-vis de toi? Moi, c'est une recherche personnelle. Je pense que c'est un cheminement que je dois faire. Et là, quand tu vas aborder la dernière partie, qui vraiment aujourd'hui me remplit, tu ne peux pas savoir de l'importance de tout ça, c'est vraiment ce cheminement que je dois faire
que je dois continuer. Et comme je te disais, j'aimerais vivre encore 100 ans parce que j'ai plein de choses à découvrir. J'ai vraiment envie de découvrir encore plein de choses, de tout ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Ça, c'est important. Tout ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Moi, j'ai gardé la même vision que j'avais 20 ans. Je fais un aparté comme ça, quand je vois une jolie femme, je la regarde de la même façon que quand j'avais 20 ans. Pas avec les mêmes envies, parce que, voilà, on prend de l'âge, mais je la regarde avec la même envie. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Mais tout ce monde parallèle, on peut le voir de plein de façons différentes. Tout ce monde qui nous entoure, on peut le voir effectivement par l'inconscient, où on va mettre en évidence certaines personnes des choses, par le clair ressenti, parce que là, on va apprendre à le voir, à l'imaginer en tout cas. Et je me souviens que il y a quelque temps, je crois que c'est sur la dernière formation que je faisais, on était dehors et je regarde, je lève les yeux, je regarde et je vois des dragons. Va dire ça aux gens, je vois des dragons là-haut. Les gens qui ne sont pas accrochés à ça, ils te regardent un peu bizarrement. C'est sûr. Ils se disent, mais ça va pas bien, il y a un problème ce monsieur. Donc effectivement, je le vois, j'ai fait un stage sur la géobio, effectivement, on allait chercher les dragons. On allait chercher plein de choses. Mais ça, c'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce monde parallèle qu'on ne voit pas avec nos yeux. Parce qu'on a une autre façon de voir. Ça veut dire qu'on va développer une autre façon de voir, une autre façon de penser. Donc, on va dire que les cours que tu as suivis sur le clair ressenti et la bioénergie ont suffisamment été, comment est-ce que je veux dire, t'ont permis de valider la chose. Oui. Parce que, on va dire, à travers ton esprit critique, qu'est-ce qui te permettait de valider ou pas ce qui t'était transmis? Je veux dire, transmis par rapport au protocole, que tu as eu certainement l'occasion de réitérer quand tu étais tout seul chez toi, etc. Oui, complètement. Oui. Ce qui m'a permis de le... C'est vrai que quand tu apprends des choses comme ça, peut-être qu'au début, tu te poses des questions en disant est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que c'est vrai? Et puis quand tu les vis, quand tu sens une présence, moi c'est vrai que régulièrement je vais appeler mon guide. Je vais le savoir qu'il est en face de moi, je vais le sentir à côté de moi. Je vais savoir si c'est lui qui est là, si c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ça c'est ce qu'on apprend quand tu fais de la bioénergie. Je trouve ça extraordinaire moi. Je trouve ça extraordinaire. Je peux poser des questions, je peux avoir des réponses. Alors effectivement, au début, tu poses des questions auxquelles tu connais déjà la réponse pour savoir si on va te les valider ou pas. Et puis quand on te les valide, tu vas poser des questions dont tu connais pas la réponse, mais que tu veux savoir. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Savoir que tu as ton guide en face de toi, quelqu'un qui est là que tu ne vois pas. Je trouve ça fabuleux, moi. Je suis là-dessus, je trouve ça... Une proportion assez émerveillée qui est fascinante chez toi, Jean-Jacques. Franchement, comment on peut pas être émerveillé par ça? Comment on peut pas se dire, demain matin, j'ai besoin d'avoir une réponse, j'ai un questionnement, je vais appeler mon guide pour savoir. Comment on peut pas être émerveillé, dire, j'ai une photo en face de moi, je vais faire un soin précis de la personne qui m'a demandé, et quelques jours après, elle t'appelle, elle dit, je me sens vachement mieux. Mais vraiment, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Je l'ai jamais vu, que sur photo. On ne peut pas être émerveillé à ça? Moi, je suis ravi tous les jours de faire ça. Puis je suis un passionné en plus. La bioénergie, donc c'est, tu me valides ou pas la chose, faire des passes, un soin énergétique sur quelqu'un. Soit cette personne est devant toi, tu fais les passes, soit c'est à travers les photos, ça marche aussi à distance. Okay. Quand on parle du clair ressenti, le clair ressenti intervient à quel moment, s'il intervient, dans quelles circonstances tu l'utilises pour toi? Alors, tu n'utilises plus le clair ressenti quand tu as fait la bioénergie, parce que c'est un passage obligé. Lipnik le dit, obligation de faire du clair ressenti avant d'aller au-delà. Donc, une fois que tu sais manipuler ses mains, tu sais manipuler plein de choses, tu peux aller au-delà. Donc moi, je me sers plus puisque je suis allé au-delà. D'accord. Donc je ne me sers que de la bioénergie. D'accord. Donc en séance individuelle avec quelqu'un, est-ce que ça peut arriver que tu questionnes
ton ange gardien ou Oui, qu'importe le nom. complètement. Toi, par exemple, quand je fais des formations, des fois, pour faire plaisir aux gens ou les gens qui sont là, je regarde s'ils sont pas accompagnés, s'ils n'ont pas quelque chose sur eux, ou même dans une conférence, pas une conférence, mais une soirée de découverte. La dernière que j'ai fait, c'était à Orange d'ailleurs. Effectivement, j'ai fait passer tout le monde devant moi et j'ai regardé. Je leur disais, tiens, vous avez une fuite là, ah là, vous avez un tatouage. Mais les gens étaient habillés. Ils me disaient, ah bah oui, effectivement, vous avez une douleur là, hein, vous le savez? Bah oui, j'ai une douleur là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, D'accord. parce que maintenant, je peux ressentir tout ça. Si j'ai envie de les ressentir, je vais trouver. C'est pratique quand on fait ses courses. Oui, complètement. Hein, peut-être, non? Des fois, je vais tester la nourriture, Ah savoir ouais. si elle est bonne, pas bonne. Mais je peux pas. Dans un supermarché, je me vois pas avant venir me voir en disant, ça va pas, monsieur, passez votre chemin, quoi. Non, mais c'est ça. Par exemple, le téléphone portable, moi, je me suis protégé mon téléphone portable. J'apprends aux gens, par exemple, à protéger sa carte d'identité, qui est en plus, l'air de rien, qui a Une puce, micro-puce. des micro-puces Jettera de à la gorge. l'arrière et qui a 3 points derrière et qui ils sont pas innocents. Enfin, ça, c'est un détail. Le plus terrible dans tout ça, c'est la carte vitale. C'est celle qui est la plus chargée. Donc, effectivement, de temps en temps, il faut enlever tout ça, les compteurs, tous les compteurs électriques, d'eau et ainsi de suite. Donc, t'apprends tout ça. T'apprends tout ça en bioénergie. Ouais, c'est Donc, pratique. bah oui, ça le sert. Alors, il y a un élément qui aussi est très présent, enfin très présent. En tout cas, pour toi, apparemment, au regard de tous les différents outils qu'on a eu l'occasion d'aborder, c'est d'aller fouiller, entre guillemets, les mémoires akashiques. Alors, ça, c'est intéressant dans le sens où tu vas nous expliquer ce que sont les annales akashiques, dans un premier temps. Et puis, est-ce qu'il y a besoin de mettre la personne en hypnose ou pas? Est-ce que c'est elle qui y va? Est-ce que c'est toi qui y vas avec elle? Ou est-ce que c'est toi tout seul? Pour en clair ressenti, tu as les infos. Je sais pas. Donc, parle-nous un petit peu de tout ça, parce que là, on monte en intensité. Oui, complètement. Ouais. Alors, effectivement, les mémoires akashiques, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Vraiment, mais vraiment. Vraiment parce que j'ai le retour de plein de gens, puisque je fais des formations dans ce domaine. Et en fin de compte, les mémoires akashiques, faut imaginer un instant que tu rentres dans une bibliothèque immense. Bibliothèque de ta vie. De toutes tes vies. Parce qu'on a tous plein de vies différentes. Le seul inconvénient, c'est que quand ton âme va partir et qu'elle revient au bout de quelques mois, qui va réintégrer une femme qui est enceinte, qui attend un bébé, cet enfant qui va naître, on appelle ça un voile karmique sur lui, qui lui empêche de voir sa vie passer. Mais il revient dans tous les cas avec des dons. Alors au bout d'un moment, on peut soulever légèrement. Et je prends souvent ça comme exemple, quand on voit un enfant, à peu près jusqu'à l'âge de 6-7 ans, plutôt 6 ans, quand cet enfant est comme ça et il sourit aux anges, sans avoir personne en face, ou qui va pleurer sans raison, et ainsi de suite, c'est qu'il est toujours en lien avec son ancienne vie. Donc il y a toujours ce lien qui va après disparaître totalement. Mais dans tous les cas, avant de disparaître entièrement, chacun de nous, toi compris, dans tous les cas, tu as un don ou des dons. Mais le don, quand je dis des dons, ça peut être le don de la couture, de la pâtisserie, c'est pas le don de médium, hein. Oui, On en a des quantités astronomiques. Et ce don, à un moment ou à un autre, on va le voir réapparaître, il va revenir, on va pouvoir travailler, et ainsi de suite. Et dans les mémoires akashiques, on peut interroger les maîtres akashiques, leur demander quel est mon don, qu'est-ce que je peux faire pour le développer, comment puis-je le travailler, ainsi de suite. C'est la personne qui va le vivre elle-même. Moi, quand les gens viennent me voir pour que j'ouvre leur mémoire akashique, je deviens le canal. Je pose la question et je donne la réponse. Toi, je suis vraiment le canal. Et quand les gens apprennent les mémoires akashiques, je leur apprends à ouvrir ce canal qui est juste là, le troisième œil et le dernier chakra, où ils vont recevoir l'information, des questions qu'ils vont poser. Le principal dans les mémoires akashiques, c'est surtout le questionnement. La question, si la question est mal posée, on n'a pas la réponse. Si la question est une question fermée, si c'est un oui, c'est un non, je vois pas bien l'intérêt parce que oui ou non. Hein. Après, on peut vraiment développer de façon importante. Ça, c'est une première partie. Donc, si j'entends bien, et si je comprends bien, c'est toi d'abord qui va
on va dire, ouvrir pour la personne. Voilà. Moi, la personne vient, je me suis mis dans une condition un tout petit peu différente, j'ai fait une méditation avant, ça c'est très important. Et après, je vais donner une liste de questions et je vais demander aux gens aussi d'apporter leurs questions. Et puis, je vais poser la question ou mentalement ou verbalement, je vais dire les choses et je vais avoir la réponse qui va me dire et je livre la réponse comme elle me vient. Alors effectivement, il y a 3 possibilités. C'est où j'ai pas de réponse, c'est que ou la question est mal posée, ou la personne n'est pas capable d'entendre la réponse, ou partiellement, si la personne peut entendre une partie, ou dans la totalité. Et ça, je trouve ça géant, quoi, vraiment. Parce que tu peux aller vraiment au-delà de tout ça. Moi, il m'est arrivé parce que, comme je suis un peu incurieux, comme tu as pu constater, j'étais voir dans mes vies passées, parce qu'on va voir dans les vies passées. Parce que les mémoires akashiques permettent d'aller voir dans nos vies passées, dans nos vies présentes et dans éventuellement nos vies futures. Et éventuellement, je dis bien parce qu'on a le libre arbitre. Si demain je te dis tu vas être docteur, si j'interroge les maîtres akashiques, tu n'as pas envie, tu ne le seras pas. Donc on a le libre arbitre. Mais dans les vies passées, on peut savoir, parce qu'on a tous fait du bien, on a tous fait du mal, il faut le savoir, dans toutes nos vies, on peut choisir une période de notre vie, dire qu'est-ce que j'ai fait. Moi, un jour, étant corse d'origine, je me suis dit, je vais aller voir à l'époque de Napoléon, sans jamais, à aucun moment, me prendre pour Napoléon. Ça, c'est important. Alors, je précise. Non, parce que des fois, j'ai eu des gens qui étaient c'était un peu surprenant. Et effectivement, j'ai vu qu'est-ce que je faisais à cette époque-là. J'ai eu l'explication du pourquoi, du comment. C'est pas géant, ça, de savoir ce que tu faisais avant? De connaître? Donc, dans quelle mesure ça peut peut-être t'aider? Dans des soins? Dans ta vie, bah oui, mais dans ta vie qu'on présente. Alors, je fais écho, par exemple, aux rencontres de l'inconscient que j'anime une fois par mois avec un thérapeute, auquel tu seras certainement invité à participer. Donc, c'est de répondre aux questions des internautes. Et une d'entre elles qui n'arrive pas à aller bien. Et quand j'y allais bien, c'est somme toute très relatif, hein, mais le sentiment que sa vie est comme enfermée, qu'elle n'a pas la possibilité de s'ouvrir, que ce soit à l'extérieur, de trouver de la joie. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé de la personne de ma famille, tu m'as parlé d'un voile karmique. Est-ce que d'aller dans les mémoires akashiques et de donner en conscience, oralement, verbalement, la réponse à la question, peut aider à faire bouger, entre guillemets, ce qu'on aurait le sentiment d'être une impasse, quelque chose qui nous pèse ou qui a tendance à être répétitif et malgré, entre guillemets, des thérapeutes qu'on va voir, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que permettent la libération des mémoires akashiques ? Alors ça, c'est un sujet, j'aime bien cette question, parce qu'il faut savoir que on passe des contrats dans notre ancienne vie, avant de s'incarner. Voilà, de se réincarner. On a des contrats positifs et on a des contrats négatifs. Et ces contrats négatifs, tant qu'on va pas les couper, tant qu'on va pas les supprimer, on les aura. Ce personnage que tu me parlais, il est certainement lié avec un contrat, c'est ce que je te disais en aparté, qui, dans tous les 3 ans, lui fait avoir des choses différentes. Ouais. Quand on a une vie qui est compliquée, quand on a des maladies qu'on n'arrive pas à solutionner, et ainsi de suite, eh ben, bien souvent, elles sont liées avec des contrats qu'on a passés dans la vie passée, une ou derrière, en tout cas. Et quand on va les chercher, on va avoir la réponse et on va pouvoir casser ce contrat, l'arrêter. C'est ça qui est important. Mais que ça soit sur des maladies importantes, des états d'esprit différents, où on se sent pas bien en permanence, des douleurs qu'on a. Bien souvent, des gens qui ont mal dans le dos sans savoir et qui font rien pour, mais en fin de compte, ils ont fait quelque chose qui était négatif, ou ils ont été blessés ou tués de cette façon-là, et après l'acceptation fait que ce contrat disparaît. Et on va demander au maître akashique de faire disparaître ce contrat. Et le contrat va disparaître totalement, et on a un changement de vie qui est relativement important. Mais alors, je te parle de la maladie, je te parle des soins, je parle des choses qu'on a ramenées, des choses passées qui nous embêtent dans notre futur, dans notre vie d'aujourd'hui. Je te prends un autre exemple. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, où tu sens un certain recul que tu croises,
Ça arrive à plein de gens. Je crois pas. Enfin, ça fait 5 ans que je suis déjà, moi, plus ou moins en réclusion. Je ne vois pas grand monde, si ce n'est les invités, mais non. Alors, il y a des gens comme ça arriver, qui ont c'est accroche et ça se passe pas bien, ou des gens avec qui on est attiré. Tout ça, c'est des contrats qu'on a, c'est des gens qu'on a connus dans des vies passées, qu'on a passé un contrat. Bien souvent, moi j'avais une dame il y a pas très longtemps qui suivait cette formation de mémoire akashique, qui en fin de compte a adopté une fille, et en fin de compte, sa fille dans la vie passée, c'était sa mère. Tu vois le cheminement? Mais encore une fois, elle a posé la question aux maîtres akashiques qui lui ont répondu. Et elle me dit, mais c'est extraordinaire. J'ai tellement un lien fort avec ma fille. C'est pas sa fille, c'est pas sa fille. De biologique. Voilà. Elle me dit, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce lien aussi fort. Et il y a plein de gens qui se disent, mais pourquoi? Parce que on est en lien avec les gens d'une vie passée. Mais que ça soit des liens, quand c'est des bons, tout va bien. Mais quand c'est des liens négatifs, je me rappelle sur un stage de géobio, de l'hypnique d'ailleurs, un monsieur qui arrive, et on se dit bonjour, mais on se serre la main du bout. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ou tu me dis bonjour, et naturellement, mais tous les deux on le fait. Et moi, c'est pas mon habitude, je sais pas faire ça. Et puis en fin de compte, le prof, au bout de 2 jours, il m'a dit, je voudrais vous voir tous les deux. Vous avez un lien négatif tous les deux, il faut le casser, il faut l'enlever. Effectivement, on a fait ce qu'il fallait, on a travaillé dans ce domaine, et on s'est quittés bons amis. Donc c'était en lien avec les mémoires akashiques, tout simplement. Donc on peut faire des choses extraordinaires avec ça. Il y a des gens qui écrivent des livres historiques en remontant sur les mémoires akashiques. Il y en a 2 ou 3 de connus dans ce domaine. Moi je trouve ça extraordinaire. Allez voir nos vies, qu'est-ce qu'on a fait avant? Qu'est-ce qu'on peut alors? Le fait d'aller voir de la curiosité, le fait d'aller voir c'est de la maladie, ça peut être plein de choses, plein de domaines différents. Et j'ai cette chance, en tout cas, d'apprendre aux gens à ouvrir leur mémoire. C'est fabuleux, ça? Alors, oui, et ce qui est d'autant plus perturbant, c'est... je viens de voir. Si j'entends tes propos... que ça soit les mémoires akashiques, que ça soit l'hypnose, ou des séances de bioénergie, avec tous les différents outils que tu utilises autour, c'est vraiment pour traiter chacune de ces pratiques différentes problématiques. Et que ce qui est approprié à l'une n'est pas forcément approprié à l'autre. Exact. Donc quand je viens te voir, est-ce que déjà... ceux et celles qui viennent te voir savent pourquoi ils viennent te voir? Moi, je leur demande. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Alors, moi, je ne sais pas quelle proportion. Hein, mais... Quand ils viennent me voir, et je leur demande, j'aime pas trop avoir les raisons, mais vous venez voir pourquoi? Pour l'hypnose? Pour la bioénergie? Pour les mémoires akashiques? Pour l'outil, il ne met pas en avant le problème, entre guillemets, je veux pas savoir le problème. Ah bon? Je veux l'avoir, moi, en face. Je veux que les gens me le disent en face. Ah d'accord. Je ne demande jamais avant. Ah ok. Il y a des gens qui s'installent au téléphone et qui vont raconter. Et ça, je veux pas ça. D'accord. Je veux vraiment avoir la personne parce que je vais ressentir des choses quand ils vont me l'expliquer. Oui. Parce que s'ils me l'expliquent au téléphone, ils vont pas me le réexpliquer de la même façon, ils vont raccourcir tout ça. Tandis qu'en face de moi, ils vont, au contraire, ils vont dérouler le tapis. Tu comprends? Mais je sais quand ils viennent me voir pourquoi. Et surtout pour les mémoires akashiques, puisque moi, je fais une méditation avant, j'ai une prière d'ouverture qui est importante, donc je me mets en condition. Je peux pas ouvrir, si tu me dis ouvre mes mémoires, je suis pas capable de le faire. Toi, parce que je me suis pas mis dans cet état-là, en tout cas. Oui, je comprends. Donc si les gens me disent, s'ils me disent pas, je viens la raison, si je le sais pas, moi je suis embêté, quoi. Alors, et si l'outil pour lequel ils souhaitent venir te voir n'est pas approprié à la problématique, parce que tu leur demandes, vous venez me voir pour quel outil, grosso modo, mais sachant qu'une fois qu'ils vont être devant toi, tu vas leur demander, ils vont te dire, ils vont vibrer ma problématique. Seulement si la problématique ne colle pas avec l'outil. Oui, mais déjà, faisant un choix, s'ils me disent, par exemple, je viens pour les mémoires akashiques, je sais qu'ils veulent savoir des choses de leur passé, et ainsi de suite. Donc là-dessus, j'ai pas besoin de savoir avant, je vais le savoir, je vais le découvrir avec eux. Quand ils me disent, non, je veux venir vous voir pour faire une séance d'hypnose,
tout va bien, je sais qu'on va le découvrir ensemble. Et la bioénergie, bah effectivement, là par contre je vais poser une question. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des douleurs, ceci, cela. Là je vais aller un petit peu au-delà, j'ai besoin. Alors je vais leur dire, où vous venez me voir, ou vous m'envoyez une photo, comme vous voulez, on trouve la bonne solution, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais bon, en hypnose, moi je ne veux pas savoir avant, et mémoire akashique, je leur envoie des questions. Ouais, c'est pas évident, parce que je donne un exemple, je reprends l'exemple du membre de ma famille. Oui. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, je devais parler de toi, je dirais, tiens, appelle Jean-Jacques par rapport à ta problématique. La problématique, c'est que tous les 3 ans, tu te casses quelque chose. Mais s'il me dit ça, attends, je t'arrête. Ouais. S'il me dit ça, tous les 3 ans, je me casse un truc. Je vais lui dire, il faut ouvrir vos mémoires. On va aller chercher dans vos mémoires akashiques. D'accord. La raison du pourquoi, du comment. D'accord. Point. Et donc, là, Mais c'est lui qui me donne. Oui. Mais il est obligé de te parler, je sais pas quel est l'outil, mais en tout cas, voilà, il m'arrive ça. Oui, c'est clair. Mais là, après, c'est moi qui vais faire un choix en lui disant, il faut faire ça. Okay. Mais après, quand les gens viennent me voir en hypnose, moi, je veux pas savoir avant. Ok. Est-ce que, parce qu'il y a aussi un élément que tu viens de nous dire qui, à mon sens, est important, maintenant que c'est différent, je pose donc la question, est-ce que tu fais des séances à distance, Skype en l'occurrence? Parce que t'es à Avignon, on l'a précisé au début, et je mentionne ça dans les séances individuelles. Je ne parle pas des séances de groupe que tu proposes. Tu viens aussi sur Paris en faire, donc c'est autre chose. En hypnose, non, ni Skype, ni téléphone, ni rien, tout ça, je veux pas, non, ça je veux pas. Sur les mémoires akashiques, on me demande régulièrement, je le fais, mais c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien avoir les gens en face de moi. S'il faut le faire, par exemple, j'ai une amie qui m'a demandé d'ouvrir les mémoires de son chat. Tu sais que quand tu es maître d'un animal, d'un chat, d'un chien, un porte-peu qui est parti, étant le maître, je peux avoir l'autorisation, parce qu'il me faut l'autorisation, d'ouvrir les mémoires de l'animal. Et là, en l'occurrence, j'ai ouvert les mémoires du chat qui était parti de mon ami, tout simplement. Et elle a eu des réponses. Elle m'a posé des questions. Et moi, je lui ai donné les réponses, j'ai fait ça au téléphone. D'accord. Donc ça tout peut ça, être c'est aussi... possible. Ok. Donc pour les animaux, on peut avoir des réponses. D'accord. Je te dis, vraiment pour moi, les mémoires akashiques, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on en parle depuis très longtemps en plus, parce qu'on commence à découvrir. Ouais. Mais ça date avant Jésus-Christ. Les Grecs s'en servaient, les Égyptiens s'en servaient. Il y a plein de gens qui s'en servent, on ne l'appelait pas mémoire akashique. Parce que akashique, c'est du sanskrit. Oui. Donc ça existe depuis très longtemps. En Inde, pour eux, c'est quelque chose de naturel. En Amérique latine, on l'appelle différemment, mais c'est le même principe, c'est dans tous les cas d'aller voir. Et quand moi je fais des conférences ou des soirées découvertes, je le dis régulièrement, toutes les religions en ont parlé des mémoires akashiques. Les juifs, les catholiques et même les musulmans. Pourtant, c'est quand même un peu plus fermé. C'est pas une critique du tout, mais je me souviens, chez les musulmans, c'est le 10e et le 11e verset. Et là, on dit, tout vous sera dit. Donc on revient bien, on ne parle pas à aucun moment des mémoires akashiques. En Inde, je ne te dis pas, c'est quelque chose de classique. Ouais, mais on en parle depuis bien avant Jésus-Christ. Alors, lorsque... pour le coup, séance individuelle, que ce soit bioénergie, l'avantage c'est qu'on peut le faire en photo. L'hypnose, c'est en face à face. Dans tous les cas. Et mémoire akashique, tout dépend. Oui, ça dépend. C'est en fonction de ce que tu ressens. Mais si tu préfères, moi, de plus en plus, je m'y dirige, mais vraiment, c'est... Vers le groupe. Non. Vers la formation, Ouais. vers transmettre. J'ai besoin de transmettre ce qu'on m'a donné. Tu vois ce que je veux dire? Et tu veux pas savoir comme ça me remplit, mais vraiment, de partager tout ça. Et les gens me le disent après... Effectivement, tu as un bon prof parce que tu es là, tu nous réponds, tu es présent, tu n'es pas figé dans un truc. Et moi, j'adore ce genre de choses. Vraiment, j'adore. Donc, pour ce qui est des groupes, notamment pour ouvrir sur les mémoires akashiques, donc tu formes, quand tu dis tu formes, donc j'entends par là que est-ce qu'il s'agit de faire des séances collectives pour les participants, pour leur ouvrir les mémoires
et créer une dynamique de groupe pour se libérer de pas mal de choses, ou est-ce que c'est leur apprendre à ouvrir leurs propres annales akashiques et qu'ils puissent s'en servir à leur Alors, moi, quand je fais des formations, c'est simple. Déjà, je les apprends à ouvrir ce canal qu'ils ont. Ça, c'est très important par des méditations, il y a différentes techniques à ça. Après, je leur donne la possibilité d'ouvrir leur mémoire à eux, avec la prière, en leur expliquant, et je le fais en même temps qu'eux. Et là, après, ils préparent leurs questions, ils vont ouvrir leur mémoire, et ils vont poser des questions. 1 sur 2 me dit, je ne sais pas si c'est pas mon inconscient qui me parle. Ça, j'ai dit, encore une fois, on a fait ce qu'il fallait avant pour décrocher cet inconscient, pour qu'il puisse avoir des réponses. Donc on refait des expériences et ainsi de suite, puis après ils comprennent bien que c'est pas leur inconscient qui leur parle, parce qu'ils vont changer les questions, ils vont les transformer. Et pour finir, pas pour finir, mais dans cette séance, je leur apprends à ouvrir la mémoire des autres, d'autres personnes. Et après on fait un travail de groupe, je les mets par deux, et chacun à un moment va jouer le thérapeute, et à un autre moment va jouer le client qui aura le thérapeute, et ainsi de suite. Donc ils vont jouer, tourner, ouais. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça. Et la dernière fois, je leur ai dit on va changer un petit peu. J'ai mis la chaise au milieu de tout le monde, et j'ai dit bah voilà, je vous permets à tous de m'ouvrir mes mémoires, et je vais vous poser une question. Moi, je connais la réponse parce que je l'ai pour moi. C'est important. Et maintenant, bah voilà, je vous pose la question, apportez-moi la réponse. Comme ça, vous allez voir qui... Pour valider. Voilà. Et tous m'ont fait la même réponse. Je dis, c'est surprenant, vous avez donc ouvert mes mémoires. Pour dire que tu organises des stages là où on t'appelle, à Paris, puisque tu es à Avignon, bien évidemment, et là où il y aura... Alors, tu prends des groupes de combien? Max, min? 10. Max 10, 12, pas plus. Au-delà, j'arrête. Ok. 10-12. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui souhaitent que Jean-Jacques vienne à un groupe, voilà, 10-12 personnes, grand maximum, dans votre coin, dans votre région, et puis il sera un plaisir de se déplacer, et puis voilà, apparemment de venir avec vous, et dans un esprit bon enfant, si vous l'avez remarqué. Jean-Jacques, un grand merci, nous sommes à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de t'avoir, et puis de nous faire part de ta bonne humeur, et je confirme, hein, t'as 20 ans. Hein. Il y a un esprit très, très enfantin avec toi et vraiment la soif de découverte. C'est vraiment très appréciable et agréable de rencontrer des personnes, je veux dire, de ton âge, avec cette ouverture-là. Ça fait du bien. Un grand merci donc pour être venu. Je te souhaite bon vent, plein de bonnes choses à toi. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de participer à ton émission, en tous les cas. Merci Jean-Jacques. Pour vous tous qui qui êtes en tout cas à la fin de cette émission, je vous invite à ne pas hésiter à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, vers le bas, en fonction de ce que vous laisserez comme commentaire, puisque ça permettra à cette vidéo de circuler et d'être bien référencée sur Internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur le site d'Immédiat. Si cette vidéo, vous l'avez appréciée, que vous avez envie de la partager, là aussi, n'hésitez pas à la faire tourner autour de vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et puis, si vous avez apprécié nos programmes au sens large du terme, là aussi, vous pouvez faire une donation en fonction de votre bourse, 1 euro ou plus. C'est très bien accueilli par nous, donc merci par avance. En vous souhaitant une bonne continuation pour vous, chers auditeurs, chers internautes, et au mois prochain pour un nouvel espace thérapeute. Au revoir.